Excellent. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cette dernière clinique. Et peut-être temps qu'on termine justement avec la baisse d'assistance ce soir. On a réuni un grand panel de coachs ce soir pour peut-être fermer la boucle. Mais juste avant, deux petites informations pour vous. La première, avant toute chose, si on est ici depuis 3 semaines et demie, c'est grâce au support de Football Québec. Puis j'aimerais beaucoup remercier Football Québec pour l'initiative, nous avoir supporté là-dedans. Mais aussi, il y a une personne qui est là tous les soirs depuis 3 semaines à s'assurer que tout va bien, qu'on a tout ce qu'il faut, à enregistrer les présentations aussi qui vont éventuellement être disponibles. Donc, Mike, je ne sais pas si tu pourrais juste peut-être ouvrir ta caméra puis faire un petit coucou, juste parce que je tiens quand même à te remercier du temps que tu as mis là-dedans dans notre projet, dans notre initiative. C'est vraiment, vraiment très, très apprécié. Puis j'aimerais ça que le Québec entier te voit et puisse te remercier aussi. Merci beaucoup, Mike. C'est moi aussi, je tiens à vous remercier de nous inclure dans votre projet. On voit le potentiel, puis on voit les passionnés qui sont derrière le tout. Là. C'est vraiment une belle expérience d'avoir participé avec vous, de se rencontrer et tout. Et je vois un beau futur pour le sport avec du monde comme vous en place. Là. Ça va pas juste faire pousser, puis on va continuer à être les meilleurs au Canada. Puis, comme dans ma dernière présentation, on va rebattre les USA aussi. Fait que it's good times. Fait que, de la part de Football Québec, on vous remercie énormément. Puis, ça fut un grand plaisir. Merci. Merci, Mike. Je ne t'avais pas averti, hein, mais tu t'en es super bien sorti. C'est bon, c'était pas scripté du tout. Thank you. Deuxième petite chose que je mets dans le chat, je mets un petit lien vers. C'est un petit sondage. Là. Vous pouvez déjà cliquer sur le lien, puis si vous trouvez que ce n'est pas intéressant tantôt, vous irez répondre ça. C'est vraiment pas long. C'est un petit 4-5 minutes, une sorte d'évaluation du processus. C'est la première fois qu'on fait ça. On fait ça par Zoom. On aimerait savoir est-ce que ça a été apprécié? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Nous, après, c'est sûr qu'on va continuer dans la démarche, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les années futures. Sur quelle plateforme, comment, de quelle façon, est-ce qu'on revient avec ça, même quand la pandémie sera terminée. Donc, si vous pouvez prendre juste un petit 4-5 minutes quelque part aujourd'hui, demain, tout de suite après le meeting, je vais le remettre de toute façon. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc, sans plus tarder, on va y aller. On a une dizaine de sujets. On va voir comment le temps passe. Puis, les gens qui sont dans l'audience, dans l'assistance, c'est pour vous qu'on fait ça aussi. Vous êtes libre d'intervenir quand vous voulez, soit en levant la main, soit en ouvrant le micro. Si vous avez des questions qui viennent avec les propos qu'on va dire, n'hésitez vraiment pas, parce que cette soirée-là, c'est un peu votre soirée bénéfice. C'est sûr qu'on a déjà reçu quelques questions par courriel. On a déjà un petit ordre établi, mais on peut, si ça vire en chaos, c'est parfait. Là. On peut très bien sortir de cet ordre du jour-là qu'on s'est donné. Puis aller répondre directement aux questions que vous avez. Mais un item qui est revenu souvent un petit peu dans les discussions et dans les questions qu'on a eues, c'est le jeu avec un demi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un demi à la fois du côté de l'attaque et comment on peut contrer le demi en défensive. Donc, premier sujet aujourd'hui, donc on va parler du demi. À la fois l'aspect offensif et défensif. Et on va commencer avec François Bougie qui va nous parler un petit peu des possibilités à faire avec un demi. Après ça, on aura une intervention défensive, puis après ça, on pourra ouvrir les questions, le débat, etc. etc. Donc, François, c'est à toi. Bien, merci beaucoup. Là, c'est la partie que faut que je me branche sur. Il faut que je partage mon écran. Ça. Et voilà. La réponse là, à ta question, François, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un demi? C'est plein d'affaires. On peut être super créatif. Je vous donne un exemple. Ça, là, sans faire de mauvais jeu de mots, là, c'est un des premiers jeux que j'ai dessiné quelque part en 94, pour le vrai, sans blague. Puis que j'ai gardé puis que j'adapte tout le temps. La seule différence, là, c'est que vous voyez bien mon écran, tout est correct?
Oui, c'est bon. Bon. Fait que le joueur ici, c'est mon demi, là, ici. OK, avant, on le mettait juste ici derrière. Là. Et en tout cas, avec le temps, puis dépendant des calibres, on essaie de le cacher, notre demi. Je suis sûr que Martin et Hugo vont revenir là-dessus tantôt. Là. Quand on cache notre demi, c'est plus difficile pour la défensive de le voir rapidement. Normalement, souvent, dans les plus petits niveaux, le demi, il va être ici derrière à peu près. Là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, dans ce coin-là. Ça fait exactement la même chose. La seule chose que je vais dire là-dessus, là, c'est que c'est super important quand votre demi passe sur la ligne de vraiment prendre la profondeur et de venir croiser avec le carrière. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Là. Nous, c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas que notre carrière soit immobile quand le demi arrive, mais on ne veut pas non plus que notre demi s'en vienne direct ici comme ça. Là. On ne veut pas calculer l'hypoténuse. C'était bien placé. Hein? On veut vraiment qu'ils prennent, qu'ils prennent la profondeur et qu'on soit sur la même ligne. Fait que le carrière, c'est le ballon dans les mains, puis tout de suite, on sprint. Là, je l'ai dessiné vers la droite parce que normalement, avec un carrière droitier, c'est beaucoup plus facile. Quand on a un carrière gaucher, ben, on peut le faire plus du côté du bras. Il y en a qui sont capables des deux côtés. Là. Fait que super simple. Étant donné que ça prend un petit peu de temps, ben, nos tracés, on leur demande d'être un petit peu plus longs. L'idée là-dedans, ici, avec le receveur extérieur, moi, je demande un hook and go. Et ça pourrait être un genre de out and up. Ça pourrait être un corner, dépendant de l'espace qu'on a sur le terrain. Mais le receveur numéro 1 dans ça, là, c'est toujours notre receveur intérieur. Toujours. On croise, c'est libre, on lance tout de suite. Puis, on a ici notre centre qui, là, il est fait en 90, là, mais la job du centre, c'est de venir s'arrêter dans la zone ici, trouver le trou libre, pas nécessairement aller trop se coller. Puis, évidemment, le demi, ben là, après ça, ça continue. Le demi continue de l'autre côté. Là, il y a plein de possibilités. On peut la donner, on peut la garder. Mais normalement, dans les petits niveaux, on décide d'avance si on la donne ou on la garde. Bon, il peut y avoir des clés qui font que le carrière va décider, là, mais c'est un petit peu plus avancé, je vous dirais. Puis ça dépend de quelle sorte d'athlète vous avez comme carrière. Fait que c'est un petit peu ça le principe. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça nous permet un petit peu de cacher le receveur intérieur ici, qui vient se cacher derrière les safety. Fait que quand le jeu se déplace de ce côté-là, là, vous devinez qu'en rouge, le carrière garde le ballon. On veut amener la défensive à tout le monde bouger vers la droite. Fait que des fois, ça libère complètement le trou ici. Mais règle générale, le gros pourcentage du temps, le ballon s'en vient là. Ce qu'on veut, c'est mettre le ballon dans les mains rapidement ici. On se sert de notre toile pour éliminer le corner, faire reculer le corner. On met la main ici. Puis traditionnellement, c'est souvent mon meilleur receveur qui est mon receveur intérieur ici. C'est le même principe si le demi est derrière. L'autre clip que j'ai, c'est le même principe, excepté que là, ben, on a décidé de la donner. Fait que vous voyez, même chose, même principe, on prend un petit peu de profondeur. Et puis là, ben là, j'ai modifié les tracés un petit peu parce que là, c'est un petit peu plus long ce qui se passe ici. Là. Il faut que notre demi soit rendu plus loin, donc ces tracés-là vont être modifiés. Fait que là, on en profite pour faire un corner. Ça, c'est rendu loin, j'en conviens. Puis ici, on se permet un double out. Là. Il n'est pas super bien dessiné, là. Puis notre joueur de centre, ben là, on peut se rendre un petit peu plus loin. On attaque les deux niveaux ici. Puis on a toujours le backside en plein centre, mais là, dépendant du bras du carrière. Je vais finir avec ça. Là. Martin a dit quelque chose dans sa présentation qui est vrai, mais qu'en même temps, ça peut porter à confusion. Martin a dit qu'on veut que le demi lance le ballon parce que s'il était meilleur pour lancer que le carrière, elle serait carrière. Right, Martin? C'était ton micro, là. Je te rappellerai que tu as dit ça. Ben, c'est vrai. Sauf que la différence avec le demi, c'est que c'est une personne qui, normalement, est capable de se déplacer, qui est athlétique et qui est rapide. Fait qu'on rajoute la partie de course là-dedans. Puis, si on peut demander à notre demi d'être rendu beaucoup plus loin pour faire bouger la défense. Fait que l'idée du jeu de demi, c'est de créer un mouvement de la défense qui sont plus ou moins habitués pour créer un petit peu de confusion. Puis moi, ça, c'est comme mon jeu passe-partout un peu tout le temps parce que ça nous permet de rapidement identifier qui fait quoi, comment il couvre le jeu de demi, que mes deux collègues vont jumper right in tout de suite après. Là. Ils vont pouvoir nous expliquer ça.
C'est un petit peu ça. Puis, c'est un jeu on fait tellement souvent que tout le monde essaie par cœur. C'est pas bien compliqué. Ça s'appelle le jeu 1 puis le jeu 3. Super facile. Puis ça, c'est depuis que je coach. Puis vous avez compris que quand on inverse, on le fait de l'autre côté, ben, c'est le jeu 2 puis le jeu 4. Aussi simple que ça. Fait que là, ça force la défensive à peut-être sortir de ce qu'ils veulent faire nécessairement. Puis, comme je dis, ben, la personne qui est demi, on veut idéalement elle est capable de lancer très bien, mais on veut surtout qu'elle se déplace puis elle crée du mouvement. Fait en gros, c'est pas mal ça. Excellent. Merci, merci François. Maintenant, comment on défend ça? On a deux petites visions. Puis, François, je vais fermer ton micro juste pour éviter le retour, le retour de son dans ton micro à toi. Donc, comment on défend ça? On a deux visions différentes. Quand on vous expliquait au début qu'il n'y a pas une seule façon de jouer au flag, il y a plusieurs variantes, plusieurs possibilités, bien, ça va être un cas. Donc, Martin va nous parler comment on défend contre un demi. Vas-y, Martin. Merci. Écoutez, je vais partager mon écran. J'aime vraiment l'approche qu'on vient de dire là. C'est important, c'est d'avoir une structure, hein, d'avoir une idée de ce qu'on veut faire, puis d'être capable de bien déployer. Juste avant de partir, moi, il y a des prémices de base qui sont super importantes à comprendre. C'est que je veux mettre, comme coach défensif, je suis un entraîneur qui met énormément de pression. Alors, dans tout ce qui est action corps arrière demi, je veux mettre de la pression. Je ne veux pas donner le temps à ces athlètes-là de s'installer et d'avoir le temps de déployer ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, j'ai comme prémisse de base de dire que si le demi était meilleur que le corps arrière, il ne jouerait pas demi, il jouerait corps arrière. Alors, dans ce que moi je dessine, dans ce que moi je demande, ben, je veux m'assurer que la menace principale, qui est le corps arrière, qui est en théorie le meilleur athlète à manipuler le ballon à tous les jeux, est très, très bien couvert et qu'on encourage, on favorise la remise du ballon vers un athlète qui est, en théorie, moins développé pour faire ce travail-là. Le dernier principe, c'est que tout le monde va comprendre que quand on fait une défensive de zone, il faut toujours à quelque part donner un espace de terrain parce que c'est impossible de tout couvrir. À partir de ce moment-là, ben, moi, je cherche à donner ce qui est pour moi le moins dangereux, le moins menaçant. Alors, ceux qui étaient là la dernière fois quand je l'ai présenté rapidement, mais je veux vraiment mettre l'emphase sur on veut mettre de la pression dans le champ arrière, les rendre inconfortables et déstabilisés dès le départ. Fait que je rappelle que la lecture, c'est qu'on va demander au rusher de suivre le corps arrière et on va demander au secondaire à l'opposé du demi de s'en aller, de venir prendre le jeu. Alors, à partir du moment qu'on a une action de croisée, on voit la flèche bleue qui amène le corps arrière vers la droite, la flèche rouge qui va amener le demi vers la gauche. Alors, rapidement, dès que c'est identifié ça, là, mes secondaires, les deux S ici, là, en plus de faire leur lecture, comme je l'ai parlé la dernière fois que je vous ai présenté, doivent avoir les yeux dans le champ arrière pour identifier s'il y a une action corps arrière demi. Parce qu'à partir du moment où ils identifient qu'il y a une action corps arrière demi, ils cancellent leur responsabilité et ils vont automatiquement partir mettre énormément de pression. Alors, comme je disais, la flèche verte, ben, le rusher, on lui demande de s'en aller vers la direction du corps arrière. Il va aller rejoindre la flèche bleue. Alors, comme je disais, je demande au secondaire à l'opposé du demi de venir appliquer de la pression automatiquement. Dès que le jeu est parti, dès que les secondaires ont identifié qu'il y a une action de croisée corps arrière demi, et pour moi, ce n'est pas important non plus de dire y a-t-il le ballon, il n'y a pas le ballon, ce n'est pas ça qu'on cherche. On applique de la pression rapidement et dès le début. Bien, le secondaire à l'opposé va venir donner de la pression sur le demi. Alors, cette dynamique, ce que ça fait, c'est que dans ma prémisse de base, quand je disais que pour moi, le corps arrière est plus menaçant, je garde mon rusher sur le corps arrière. Alors, ma menace primaire, elle est couverte. On parle en théorie, là. Elle est couverte et la pression est appliquée. 2, le demi est en action de croisée. Bien, rapidement, le secondaire va venir monter dans son corridor de course pour venir rejoindre le demi. Et moi, ce que je dis à mon secondaire qui monte, tu dois arriver à la balle à peu près en même temps
ou légèrement après, pas légèrement après le croisement. Tu ne veux pas qu'il ait le temps de s'installer, tu ne veux pas qu'il puisse bouncer vers en profondeur pour pouvoir se débarrasser de toi. Et pourquoi je le fais comme ça? Parce que je vais demander au secondaire à l'opposé, la flèche mauve, de venir. Là, je le demande de venir vers le centre, mais le principe, c'est plus de dire je veux que tu viennes repérer le ballon, viens en miroir et en support pour être capable de suivre le jeu. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que pour moi, on vient de donner la. Tu sais, on vient de garder. Puis là, je viens de réaliser que mon cercle n'est pas à bonne place. Le cercle devrait être l'autre bord. Désolé. On libère un espace ici qui est à l'opposé. Je suis vraiment désolé. Hein? On libère un espace ici qui est à l'opposé du corps arrière et on garde le secondaire ici, dans la zone en cercle, où on peut avoir une menace primaire là, au niveau de la passe. Fait que c'est un peu comme ça que moi j'aime le défendre. Voilà. Une question, Martin, dans le chat, de comment on communique justement le changement d'assignation, c'est le rôle de qui va comme caler le demi, etc. Bien, effectivement, c'est une très bonne question. Ce que me permet de rajouter, c'est il faut s'assurer, puis c'est des teaching points, il faut l'enseigner à demander à tes secondaires d'analyser, de voir ce qui se passe. Et les secondaires vont avoir à se parler. Ils vont beaucoup avoir à faire l'identification, surtout en début de match, qui devrait jouer le demi, du positionnement du demi. Et les deux ont la responsabilité d'appeler. Fait que, dans le cause qui est schématisé ici, bien, on voit le cercle du secondaire. Bien, ce secondaire côté demi, bien, quand il est déclaré dès le départ, c'est un indice qui est facile à voir. Le secondaire le sait. Là. Le secondaire à l'opposé du demi le sait. Dès qu'il y a une action de croisée, c'est-à-dire la ligne rouge, bien, il sait que dès qu'il voit une action de croisée, il shoot puis il monte. Mais effectivement, il y a un travail de communication où les deux secondaires doivent se parler. Mais dans moi, ce que je fais, puis j'en ai pas parlé, mais dans ce que je fais, il y a énormément de teaching points puis de communication, de transfert d'informations d'une position à l'autre pour permettre aux secondaires de travailler en symbiose avec le rusher. Là. Donc, ça, c'est une façon de contrer le demi. Ce n'est pas la seule. On en a peut-être une autre à proposer, puis ensuite, on pourra peut-être juste élaborer un petit peu. Donc, Hugo, veux-tu nous montrer un peu ta façon à toi? Oui, bien, je vais partager mon écran. Es-tu capable de me bumper? J'essaie. Fais stop sharing, Martin. Où je fais ça? Non, je ne peux pas te bumper. C'est bon, ça? Non, je l'ai fait à ta place. Ah, merci. Désolé. Il n'y avait pas de quoi. Bon. Je m'en viens ici. Clac, clac, partage, écran. Bon, ben, pendant que je suis en train de faire mon partage d'écran, parfait. La première chose, pour ce qui est d'un demi, personnellement, j'essaie de couper ça. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Vous ne le voyez pas, hein? Non, on voit ton iPhone. Oui, c'est ça. iPad, je veux dire. Ah, vous le voyez? Ben, on voit ta connexion au Wi-Fi Bell 6. OK, attends un peu. Non, ça ne marche pas. Là, je vais le refaire une fois. Parce que là, ça fonctionne. Aïe. Bon. Partage. Ouais. Recopier. Zoom. Je veux juste dire à tous ceux qui riaient de moi tantôt parce que à cause de la technologie, là, ben, c'est ça. Good. Bon, c'est ça. Alors, personnellement, j'aime ça, essayer de l'enlever le plus rapidement possible. Et j'aime ça, ne pas faire toujours la même chose. Okay? Alors, avoir des variantes un petit peu. Je vais vous en présenter mes préférés, là. Mais, en 3 minutes, excuse-moi, en 3 minutes, si tu peux, Hugo. Oui. Butch en a parlé hier, puis on s'en est parlé là, l'autre fois. Et souvent, les coachs offensifs veulent voir comment tu joues contre un demi, puis ils prennent pour acquis que ça risque d'être souvent la même chose. Alors, moi, j'aime ça que ça soit différent. Ouais, je vous dis ça comme ça. Le premier, c'est corridor. Là, ça, c'est mon préféré. On veut arrêter le jeu de demi. Quand il est identifié le demi, bien là, moi, je suis plus en 5-1. Martin, tantôt, il était peut-être plus en 4-2 aussi.
Alors, ton rusher qui doit être d'un côté, qu'il soit du côté du demi ou du corps arrière, c'est à vous à décider selon, d'habitude, ton rusher il est rapide. Si le demi est plus rapide que le corps arrière, c'est à toi de sélectionner. Et c'est mon joueur de centre. Comme ça, c'est plus facile les assignations. C'est mon joueur de centre qui prend le demi. Et lorsqu'on parle de rusher en corridor, ça veut dire que je reste à l'extérieur des joueuses qui, eux, vont se croiser et c'est le rusher qui prend le demi, le centre qui devient le corps arrière. Oui, fait que ça, c'est une des façons possibles que j'aime bien au début du match pour essayer d'y enlever le goût, okay, de faire des jeux de demi à un moment donné. Tantôt, Butch a dit si le demi n'est pas déclaré, oui. Alors, si le demi n'est pas déclaré, ce qui arrive très fréquemment, le demi est ici, il s'en vient chercher le ballon, on a un jeu par la suite. Bon, ben mon rusher se retrouve seul, on ne l'a pas vu. Ça se peut qu'on ne l'ait pas vu aussi. Oui. Alors, mon rusher se retrouve seul et dans ce cas-ci, on ne l'a pas vu, il n'a pas été déclaré, ben notre rusher reste avec le corps arrière et après ça, ça va être notre backer qui est ici, qui va venir foncer s'il y a remise sur le ballon, au ballon. Autre élément que j'aime bien, je vais prendre une autre feuille. Alors, autre élément que j'aime bien, c'est mon rush. Ici, là, lorsqu'il y a une remise, une feinte de remise, le corps arrière n'est pas en position. C'est rare, peut-être dans un haut niveau, mais au secondaire, c'est rare que le corps arrière y arrive pour faire la feinte de remise, qu'il a les yeux sur ses receveurs. Et souvent, il fait dos au rusher. Fait qu'il n'est pas en position de lancer le ballon. Alors, ce qui fait en sorte que j'aime bien aussi envoyer tout simplement mon rusher. Oui. Ici, ralentir pour essayer de voir à qui va remettre le ballon. Et par la suite, bien là, peut-être pas ici, là, il va ralentir, il va s'en aller ici, il va ralentir et aller sur la personne qui va prendre le ballon. Oui. Et je joue aussi des fois le rusher où est-ce que j'y dis d'avance. J'aime bien ça parce que si je change à chaque fois de jeu, bien souvent, je vais caler un jeu pour la défensive, mais je vais caler un jeu par la suite pour le rusher ou s'il y a un jeu de demi. Alors, c'est très possible aussi que je dise au rusher, bien, le prochain jeu, tu t'en viens, tu prends le demi, peu importe. Et si le carrière garde la balle, bien, c'est notre backer qui s'en occupe. Ça, c'est déjà préétabli. Fait que c'est comme les trois façons que j'aime le plus défendre. Un, en corridor. Deux, mon rusher est seul et suit le ballon. Et trois, ben, je décide déjà le rusher qui va suivre entre le carrière et le demi. Je dois être rentré dans ton 3 minutes, François. Merci Hugo. Est-ce que, là, je m'adresse à tout le monde, est-ce que quelqu'un veut renchérir une question? On peut lever la main. Je vais vous demander d'ouvrir votre micro, quelque chose à rajouter là-dessus. Sinon, comme je vous dis, on enchaîne les sujets. Celui-là, c'est notre plus gros, je vous dirais. Là. C'est pour ça qu'on a pris un petit 15 minutes. Après ça, ça va déferler un petit peu plus. Peux-tu juste oui, deux petites secondes rajouter un petit quelque chose? Oui. Je vous repartage mon écran parce que je sais quand même que ça va super vite. C'est trop facile. Juste revenir, là, puis les collègues ont montré des façons de défendre le demi. Mais ça, le truc, c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. Là, je l'ai dessiné, vous voyez les deux rushers en bleu. Là. Ça, c'est le classique. Là, l'erreur que j'ai faite, là, mon carrière ici, là, pour contrer ça, le carrière ne bougera pas. Là, j'ai fait des pointillés, je n'aurais peut-être pas dû. Parce que les deux, Hugo et Martin, ont tous les deux dit que la clé, c'est le demi. Imaginons que le demi est ici. Aussitôt que le demi part par là, c'est une menace de croisement, de remise. Donc, c'est là que l'action de venir à deux personnes, peu importe ils viennent de où, c'est pas tellement important. Ben, c'est ça qu'il va faire. Fait que là, moi, ce que je ferais, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de transformer le jeu de demi en all-hook, évidemment. C'est très complémentaire à ce que je fais tout le temps, de toute façon. Ça fait que peu importe qui vient de où, le carrière ne bouge pas. Là. Le carrière peut tourner sa tête dans la direction du demi, mais il ne bouge pas. Après ça, on identifie. Et cette personne-là qui s'en vient, on lance le hook en arrière d'elle. C'est le principe du football. Là. Il y a un blitz qui s'en vient de l'extérieur que tu n'as pas vu, ben lance tout ce que le blitzer arrive.
Puis là, il y a quelqu'un qui va aller fermer le trou, supposément. Des fois, ça ne se rend pas. Fait que tout simplement pour contrer ça. Puis l'autre façon, Hugo l'a très bien dit, moi, ce qui me gosse le plus, là, c'est l'incertitude. Fait que le rusher qui devine que tu ne sais pas trop comment, puis la défensive qui ne fait pas toujours la même défense, bien ça me cause un sérieux problème quand on fait notre jeu de demi. Parce que quand il nous pogne en arrière, on vient de perdre 5, 7, 8, 10, 12 verges des fois. Fait que quand que je vois que, OK, on n'est pas trop sûr comment lire, qu'est-ce qu'ils font, bien, on ne fait pas ce jeu-là, tout simplement. On ne s'acharne pas à le faire, tout simplement. Fait que c'est juste ça que je voulais rajouter. Fait qu'on on voit que c'est le jeu du chat et la souris, là. C'est ça qui est vraiment le fun de coacher au fly. Merci, François. Julien, tu as la main levée, vas-y. Julien, si tu parles, on ne t'entend pas, il faut que tu ouvres ton micro. Oh, excusez, ma connexion a bugué un petit peu. Moi, j'avais une question pour François, justement, par rapport à cet ajustement-là. Là. Lorsque tu fais cet ajustement-là, est-ce que c'est calé pre-snap ou des fois, tu peux enseigner à tes receveurs, justement, de comme, ah, on a telle réaction, on va vouloir commencer l'action de demi, l'arrêter, le carrière a peut-être fait 2-3 pas et justement, elle lance son hook. Je te dirais que 99% du temps, c'est pre-snap. C'est un peu comme, moi, je vois ça un peu comme quand on fait au foot là, le freeze. Là. Les receveurs attaquent la ligne, ils arrêtent. Hop là, OK, on les voit bouger, on s'ajuste. C'est un call qu'on a vu qu'ils font souvent. C'est surtout les équipes qui défendent toujours de la même façon ou ceux qui défendent de la même façon en envoyant 2 personnes tout le temps. Fait qu'on le sait qu'il en vient 2. Fait qu'on a un surnombre, c'est sûr et certain. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Dans la plupart du temps, c'est collé d'avance. Parfait, merci. Frank, dans l'assistance, qui a son mot à dire aussi. Bien, je peux rajouter aussi, tu sais, quand le backer va blitzer, souvent, on va demander au receveur. Si tu vois que le backer est blitz, toi, tu t'arrêtes là où était le backer. Tu sais, souvent, ça va être aussi la responsabilité du receveur, de la receveur, dans le fond, d'arrêter là où était le backer puis d'attendre le ballon parce que, comme François a dit, c'est ça l'automatique, tu lances dans le blitz. Fait que, tu sais, l'idée, dans le fond, c'est ça. Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée entre l'information pre-snap qu'on a, puis le receveur d'être assez allumé, de voir le joueur partir, de se dire, bon, il n'y a personne qui me couvre, donc j'arrête là. Fait que nous autres, c'est souvent ça, dans des situations comme ça, là, c'est ça qu'on va appeler. Là, on va demander. C'est sûr que Benjamin, peut-être une chance sur 2 qu'elle ne le voit pas, mais plus ils vieillissent, tu sais, cadettes, sont à 3, puis ils sont à 4-5, là, c'est sûr qu'ils sont supposés de le voir. Fait que souvent, on va leur demander à eux autres de lire le backer puis d'arrêter là où était le backer. Puis, si je peux me permettre de rajouter, là, puis je ne veux pas partir un gros débat, mais. Non, dernier point. La défense, ça ne peut pas gagner. C'est tout le temps l'attaque qui gagne dans ce jeu. Bon, voilà, excellent ça. OK, là, je ferme mon micro. C'est bon, merci beaucoup. Vous voyez ça, en fait, là, le demi, c'est vraiment un sujet de clinique en soi. On pourra en parler pendant 1h30, 2 heures facile. Mais comme le temps file, on va déjà enchaîner. Puis Francis, je vais profiter du fait que tu es là parce qu'on a eu question du public concernant ta clinique sur les centres. Puis je vais juste la lire pour que tu puisses y répondre. Dans une des cliniques, on avait parlé de snap sur le côté, dans la direction du corps arrière, pour qu'il puisse gagner quelques secondes avant son lancer. Est-ce que ça serait possible d'expliquer en quelques minutes comment faire un snap sur le côté? Est-ce qu'on y va à 2 mains, à 1 main, par rapport à la technique que tu as montrée de snap normal? J'ai 3 minutes. Donc, l'idée, dans le fond, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est dans ma clinique, là, je parlais beaucoup de la communication entre le corps arrière puis le joueur de centre. Ça, c'est une des choses que tu ne peux pas improviser dans un match s'ils ne l'ont jamais fait ensemble. C'est une des choses qui doit être pratiquée avant puis qui doit être appelée puis qu'on doit... surtout la joueuse de centre, elle doit être confortable avec le fait de faire un snap. Moi, j'appelle ça un snap en motion, un snap en motion, où est-ce que le carrière va faire 1, 2, 3 pas pour recevoir le ballon. Puis, dans le fond, c'est exactement la même technique. C'est juste qu'au lieu de viser en ligne droite, dans le fond, on va viser là où le carrière veut le ballon. Nous, en pratique, là, quand on commence à pratiquer ça, on peut passer une pratique au complet à faire que ça. Sur tous les jeux, on le fait juste pour être sûr que le ballon est à la bonne place. C'est le carrière qui va demander où elle veut le ballon, puis le joueur de centre la place.
C'est sûr qu'on peut le faire à une main, là, ça, c'est faisable. On peut snapper aussi à une main, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que dans la technique que j'ai montrée, tout ce qu'on fait, c'est on fait juste changer où est-ce qu'on vise puis où est-ce qu'on veut le ballon. Puis c'est vraiment une communication entre les deux. Puis c'est le corps arrière, dans le fond, qui va ultimement décider où elle veut le ballon. Souvent, on va demander qu'ils le mettent juste en avant d'elle, à même hauteur, mais juste dans un angle différent. Puis ça fonctionne très bien dans la technique que j'ai montrée, là, de mettre le snap en motion puis d'être capable de donner au corps arrière le 1-2, peut-être même 3 pas d'avance là, sur le rusher. Sarah, si jamais, je suis content que tu sois là d'ailleurs ce soir, là, si jamais tu veux des détails supplémentaires, tu peux lever la main ou tu peux renchérir ou peut-être attendre plus tard puis envoyer un message à Francis dans le chat privé aussi. C'est toujours possible de faire ça. Là. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, là, ça va me faire plaisir d'y répondre, là, que ce soit ici ou après. Là, pas de trouble. Ben, je voulais juste, en fait, je voulais savoir, est-ce que le ballon va quand même être en dessous à la même place que si on fait un snap habituel, ou est-ce que le ballon va un peu dévier? Par exemple, si elle veut faire un snap à la droite, est-ce que le ballon, on devrait le placer plus à gauche pour pouvoir avoir un meilleur angle ou non? Dans le fond, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on ne fera pas les triangles rectangles, mais l'idée, dans le fond, c'est que ton carrière, si elle se déplace, mettons, de 2 pas par là, mais ton snapper, dans le fond, il faut juste qu'il mette le ballon là à la même hauteur. Donc, c'est juste l'angle qui va changer. Donc, au lieu de snapper en ligne droite, on va snapper, je ne sais pas moi, 45 degrés ou à 30 degrés, puis le ballon va partir pareil, puis il va arriver dans les mains de ta joueuse pareil. C'est juste ton carrière qui va bouger de façon latérale pour recevoir le ballon. Puis pour ton snapper, c'est pas... nous autres, on était capable de le demander pendant la cadence. Donc, c'est pas une grosse modification. C'est juste que tes joueurs doivent le pratiquer parce que la joueuse essentielle là-dedans, c'est le joueur de centre, il faut qu'elle soit confortable à le faire. Il ne faut pas que si on lui demande de la nervosité, elle la prend, puis elle ne se fait plus confiance parce que c'est là que tu vas avoir des snaps qui vont passer par-dessus. C'est là que tu vas avoir des snaps à terre. Des fois, il faut s'assurer que le signal qu'on donne, que ce soit nous, que ce soit notre carrière, est clair. Parce que si ton carrière s'en va puis que le snapper lui décide qu'elle l'envoie en ligne droite pareil, mais là, tu viens de perdre 10 verges, 15 verges là-dessus. Il faut vraiment le pratiquer puis que les deux joueurs soient super à l'aise avec ça. Puis à partir de ce moment-là, là, tu peux le rouler dans une game puis ça va bien aller. Mais il n'y a pas de changement de technique. C'est vraiment juste l'angle. Puis que ton joueur de centre soit à l'aise à changer son angle de snap. Donc, l'angle du snap en angle n'est pas assez grand pour que ça justifie un changement initial de la position du ballon. Exactement. C'est les mains, parce que dans le fond, quand j'explique les mains qui fouettent, mais les mains vont juste fouetter dans une direction différente, puis le ballon va y aller. Donc, puis c'est ça, l'angle n'est pas assez grand pour que ça vienne tout briser la technique, puis qu'on soit obligé de snapper à une main si on est habitué de snapper à deux mains. Puis comme je vous disais, si vous avez un snapper qui snappe à une main, pas obligé de le changer, là, si ça va bien puis c'est régulier. Puis ça, c'est le même principe. Là, elle va être capable de snapper en angle aussi. Là. Ça ne sera pas difficile. Excellent. Merci beaucoup. Prochain sujet. Depuis le début des présentations, on parle beaucoup de justement, on a montré des séquences vidéo à la tonne, vidéo taping, on a beaucoup entendu ça. Puis je vais m'adresser à Julien pour ça. Est-ce que, puis les autres après, on pourra peut-être ajouter à l'information, là. Est-ce que le fait de filmer ces matchs est maintenant rendu un incontournable pour avoir un certain succès dans notre programme de flag? C'est une très bonne question puis un bon point que tu apportes là, François. Moi, je dirais que de plus en plus, c'est comme ça devient un incontournable en lien avec la préparation dans la semaine, mieux connaître tes adversaires, mais aussi, dans ma formation de bac, justement, quand on parle de comme transformer l'action motrice d'un élève, où on peut filmer, mettons, là, je vais y aller vraiment dans un autre domaine, mais il fait une roulade avant. Ben, juste en le filmant comme ça, de cette façon-là, en y montrant, il est capable de voir ce qu'il fait de mal. Donc, en travaillant sur soi-même, en travaillant sur son équipe, mais aussi en tant que préparation contre les autres équipes, c'est quelque chose que je trouve qui est un must au flag football. Puis c'est sûr que je suis un gars de football à la base, alors c'est certain que moi, l'analyse vidéo, j'adore ça, puis j'en mange. Donc, oui, selon moi, on s'en va pas mal plus vers ça, que c'est indispensable.
que ça peut devenir, puis là, je m'adresse à tous les coachs en général, là, parce que ça peut devenir, c'est un investissement après, là, surtout si on est seul avec son équipe. Est-ce qu'il y a des moyens d'accélérer le processus, de se concentrer sur quelque chose en particulier? Alex Desjardins, je vois que tu as la main levée. Martin, après, on y va avec Alex. Ouais, moi, je viens un petit peu du foot aussi, là, fait que j'ai un peu la mentalité de Julien là-dessus. Mais je pense pas que c'est vraiment nécessaire, vraiment une obligation, là, quand tu arrives à un haut niveau de filmer tout ce que tu fais ou tous tes matchs. Du moins, là, je crois par contre que c'est pertinent à plusieurs niveaux de filmer une fois par saison ou une fois de temps en temps au moins, quand tu es capable. Ça peut être même à la limite être en pratique là, sur ton téléphone. C'est un super bon moyen pour des athlètes de se voir de l'extérieur puis comprendre des choses vraiment rapidement. Moi, je pense à des saisons où je coachais cadet masculin au secondaire à Jean de Lamennais en 2019, justement. Puis moi, j'ai trouvé la blonde d'un gars qui venait voir un match un samedi matin. Elle m'a dit d'avance qu'elle était là. J'avais une caméra un peu cheapette, mais j'ai dit juste le premier match de la saison, je l'ai filmé. J'ai l'impression que ça a fait une super grosse différence. Juste le fait d'avoir un match que les gars puissent se voir une fois, puis après ça, je n'ai pas filmé du reste de la saison, mais au moins, j'avais cet apport-là d'information qui est différent que tout le reste du coaching que tu peux faire pendant une saison. Fait que même si arrivé à un autre niveau, je pense que c'est pertinent de filmer tes matchs, tant pour te corriger toi que pour voir ce que l'autre équipe fait. Je pense pas que c'est vraiment nécessaire à tous les niveaux, vraiment pas. Mais je pense que c'est quand même un bon outil qu'en 2021 est quand même accessible, je crois. Martin? Oui, super rapidement. Moi, je viens de l'ancienne école, puis je trouve que c'est très intéressant de filmer, mais il faut surtout le faire avec un objectif en tête et surtout pas trop de se perdre. De commencer à se filmer, puis si nos athlètes ne sont pas prêts à comprendre de ce qu'on voit, puis qu'est-ce qu'on veut démontrer, puis tout ça, ça peut devenir time consuming aussi. À un moment donné, il faut faire des choix, mais moi, je suis beaucoup de l'école, je vais filmer, pas nécessairement pour scotter les adversaires, mais pour s'assurer que, un peu comme Alex disait en début de saison, on va corriger, on va s'en servir comme outil pédagogique pour corriger les choses, les apprentissages qu'on veut faire. Fait que, moi, le message que j'envoie, puis je me souviens, écoute, moi, j'ai coaché plusieurs années avec François à Maisonneuve, puis on filmait avec, on est tellement vieux qu'on a travaillé avec des vidéocassettes, là, puis qu'on regardait ça, puis tu sais, mais l'idée derrière ça, c'était vraiment, moi, je ne me concentrais pas sur l'adversaire, je me concentrais sur les teaching points, les éléments que nous, on voulait mettre en place. Fait que le message que j'envoie, c'est faites attention pour ne pas vouloir trop filmer, puis vous perdre dans tout ça, parce que ça prend du temps, puis des fois, on doit choisir le temps qu'on veut y mettre. Donc, avant tout, filmer pour soi plutôt que pour les autres équipes. François, je vois que tu as la main levée, tu veux renchérir? Oui, bien, moi, je veux juste revenir un peu à ce que Alex a dit dans sa présentation. Quand il parlait de ses corps arrière, il a parlé à ses corps arrière, puis qu'est-ce que j'ai fait qui t'a aidé le plus? Bien, il y a deux différentes versions d'utilisation de vidéos, de clips de match. Il y a un des corps arrière qui a dit « J'aime ça quand on se prépare, puis on voit l'autre équipe. » Puis il y en a un autre qui a dit « Ben moi, j'aime ça voir qu'est-ce que nous, on fait. » Tu sais, je pense qu'il y a deux approches vraiment différentes. Je pense que des fois aussi filmer, je suis très d'accord avec ce que Martin dit, là, parce que c'est pas évident. Là, souvent, la première fois, ça revient au cirque. Là. On remarque les écureuils dans les arbres, puis c'est drôle à tomber, puis il y a beaucoup de perte de temps la première fois. Là. Il y a une habitude à apprendre à comment regarder du vidéo. Là. Ce que j'allais dire aussi, c'est que ça permet que les athlètes voient ce qu'ils font vraiment. Parce que des fois, ce qu'ils font et ce qu'ils pensent qu'ils font, c'est pas toujours la même chose. Là, tu recules toujours quand on fait ça. Non, je ne recule pas. Bien, à un moment donné, tu leur montres et tu dis, regarde, c'est ça que je veux. Je pense qu'ils sont placés devant l'évidence même. Là. Puis, là, aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir des bons clips, là, contrairement à effectivement le VHS, que c'est une aventure de plaisir sur pause. Là. Fait que c'est un peu ça. Il faut juste faire attention, il faut juste le faire comme il faut, puis ça dépend beaucoup des niveaux, je pense. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter un point lié aux vidéos? Non, très bien. J'ai, à la toute première présentation, François Bougie, quand il parlait de tracé ISO,
J'ai entendu dire quelque chose, puis ça m'a vraiment fait. Vous allez voir où je vais en venir. Là. Il a dit à un moment donné on a fait un jeu, on a vu ce qu'on avait à voir, puis après ça, on a apporté des ajustements, et puis on a fait le jeu en conséquence. Puis moi, ce qui m'est resté dans la tête, c'est on a vu ce qu'on voulait voir. Puis j'ai l'impression que comme entraîneur, il y a une espèce d'aimant qui nous amène à regarder le corps arrière, que ce soit de l'autre équipe ou de notre équipe. Si je suis en entraîneur tout seul sur les sidelines, ready, set up, j'ai l'impression qu'on suit le ballon, ça s'en va au corps arrière, puis là, on regarde le corps arrière, puis après ça, le ballon est parti. Puis, on n'est pas trop sûr de voir est-ce que nos receveurs sont à bonne place. On n'est pas trop sûr de voir la défense de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a fait. Moi, je vous demanderais, puis là, premier qui veut répondre, lève la main. Qu'est-ce que vous regardez, vous, comme coach, au snap, une fois que le ballon est levé? Puis, peut-être que vous pouvez apporter une nuance aussi si vous êtes seul, si vous êtes deux, si vous êtes trois. Est-ce qu'il y en a qui. Est-ce que vous nous demandez à un assistant de regarder telle affaire? Comment vous y prenez? On va commencer avec Francis Sylvie. Ça dépend si je suis si c'est mon attaque qui est là ou si c'est la défense qui est là, je te dirais. Si c'est l'attaque, dans le fond, si c'est moi qui coach l'attaque, je vais essayer de regarder la défensive, comment elle se déploie, puis s'il y a des espaces que, mettons, est-ce que mon carrière a fait la bonne lecture, est-ce qu'elle a lancé au bon receveur. Je ne regarderai pas vraiment ce qui se passe du côté du carrière puis du joueur de centre. De toute façon, mon centre est toujours d'être correct. Fait que l'idée, dans le fond, c'est que je vais vraiment regarder mes receveurs, où est-ce qu'ils sont, comment la défensive adverse a bougé, comment ils ont réagi à ce jeu-là. Un petit peu comme, moi, j'ai la même expression que François. J'ai vu ce que j'avais à voir, où ils m'ont montré quelque chose. Fait que j'essaie de trouver, voir, ça serait quoi le prochain jeu, comment ils ont réagi face à ce jeu-là. Est-ce que c'est le bon jeu ou est-ce que je suis tout de même pu le faire parce que là, il était tout à bonne place, bref. Puis si je suis en défensive, si, mettons, le coach en défensive est là, souvent, j'essaye de regarder comment le coach en attaque joue, puis j'essaie de prévoir qu'est-ce qu'il va essayer de faire, puis si, mettons, il a-tu spoté quelque chose, il a-tu eu quelque chose, puis j'essaie d'informer le coach en défensive de ce que j'ai vu. Puis à partir de ce moment-là, lui, il fait bien ce qu'il veut avec l'information. J'essaie de ne pas suivre le ballon, vraiment pas. J'essaie vraiment de regarder le déploiement des joueuses, de voir comment ça fonctionne. Y a-t-il une joueuse, mettons, qui fait tout le temps le même tracé depuis 3 jeux, mettons? Y a-t-il une habitude qui s'installe? Fait que c'est vraiment ça que j'essaie de voir pour aider le coach en défensive dans sa prise de décision. Merci. Beaucoup d'intervenants pour celle-là. Fait qu'essayez de garder ça peut-être en 1 minute, 45 secondes, 1 minute. On va y aller dans l'ordre François, Julien, Martin et Hugo. Vas-y, François. Oui, ce que Francis vient de dire, c'est super pertinent. Moi, j'essaie de prévoir un coup ou deux à l'avance. Je n'ai pas besoin de voir ma fille faire son catch. Je n'ai pas besoin de voir la fille de l'autre équipe manquer le flag. C'est pas ça que je regarde. Moi, j'attaque une place, je veux voir la corner, qu'est-ce qu'elle va faire. Je sais pas, la backer, qu'est-ce qu'elle va faire. Et au besoin, effectivement, je vais demander à mes adjoints Mike, check-moi donc la backer de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle va faire ce jeu-là. Moi, je veux savoir ça. Je ne regarderai pas là. Mais c'est certainement pas parce que je regarde ma corps arrière, elle roule-tu comme faux, son coude est-tu bien placé quand elle lance, la cote, elle se fait-tu bien comme faux, mon receveur. Non, parce qu'en principe, nous, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut attaquer. Fait que je vais en profiter pour regarder la défense. Puis, évidemment, si on voit quelque chose, on va peut-être attendre 2-3 jeux avant de revenir. On ne l'attaquera pas nécessairement le prochain jeu après. Là. Ça, c'est comme un peu trop évident. Là. Puis, un principe que j'ai, là, puis que les gars de défense qui sont très créatifs, puis qui changent tout le temps de défense, puis ça bouge, puis tu ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Moi, je me dis toujours qu'ils ne feront pas 2 fois la même défense de suite. Là. Fait que souvent, je vais prendre pour acquis que quand ils ont fait telle affaire, le coup d'après, je vais m'attendre qu'ils ne feront pas ça. Peut-être que là, on va se servir de ça. Là. Moi, je pense plus à ces choses-là que regarder mes filles jouer, là, honnêtement. Là. Merci, Julien. Ouais. Moi, je suis dans l'optique aussi de conditionner un peu la réaction qu'on veut avoir d'une défensive. Ça me fait penser à quelque chose que François a dit lors de sa conférence, où il disait que ses filles venaient les voir des fois et il disait « Hey, Butch, je pense qu'elle est prête. » Justement, quand c'est la joueuse ou même nous comme entraîneurs, on peut l'avoir vu. OK, on sait que la corner ou la safety ou la linebacker a réagi de telle façon.
mais là, à ce moment-là, on peut passer à l'autre progression du jeu qui va nous permettre de gagner des verges ou faire un gros gain et ainsi de suite. Donc, moi, je suis beaucoup dans le conditionnement, puis tout dépend aussi du nombre d'entraîneurs qu'on est. Si on a des assistants qui peuvent regarder certaines affaires pendant que nous, on regarde d'autres éléments du jeu, c'est bénéfique. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire par contre? Lorsqu'on commence à des plus petits niveaux, c'est sûr que l'exécution en début de saison de notre offensive à nous ne sera pas peut-être extraordinaire. Donc là, c'est peut-être le moment des fois où on va avoir tendance à regarder peut-être un peu plus ce qu'on fait nous pour justement, peut-être à la prochaine pratique, les 2 prochaines pratiques, travailler sur ce qu'on a moins bien fait. Donc, c'est le moment où là, je regarderai un peu plus en tant que tel, nous, quand on est un coach, mettons, de peut-être Atom, Benjamin au début, OK, qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce que je peux travailler à la prochaine pratique? Excellent, bon point. Hugo? Ça ne sera pas très long parce que Julien vient de le dire. Je voulais juste nuancer parce que j'aime ça aussi coacher Atom, Benjamin féminin. Et quand que je suis à Tombe, je vais voir plus mon équipe. Puis quand que je coach à Tombe puis Benjamin, je vais vous dire que la défensive, l'autre bord, elle risque d'être pas mal la même pendant tout le match, là, ou à peu près. Là, fait que j'ai une bonne idée de ce qui va se passer. Fait que je voulais juste, la même chose que Julien, là, selon les catégories aussi. Excellent, merci. François, tu veux renchérir et ça va terminer le petit débat là-dessus? Vu qu'Hugo n'a pas parlé longtemps, je vais prendre son temps. Je vais juste faire un lien avec ce que je fais au football aussi. Là. Puis je le fais aussi au flag. Quand tu as la chance d'être 2 puis d'être 3, bien, la chance, ce n'est pas nécessairement d'être 3 qui regardent la game, qui regardent la défense, qui regardent l'attaque. Moi, je m'attaque mes adjoints qui s'occupent de la défense. Bien, parler aux filles de défense pendant qu'on est en attaque. Là. Puis la même affaire au foot. Au foot, c'est juste plus facile parce qu'on est tellement de coachs. Vous n'êtes pas là pour regarder le match. Puis je leur dis tout le temps à mes jeunes coachs, là, va parler à tes linebackers, va parler à tes corners, régler des affaires, avant, suivez le plan, faites quelque chose. Et si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait à l'attaque, bien, on filme, là, tu regarderas le tape. Là. À la fin de la soirée ou demain, tu regarderas le tape. À la défense, au flag, par contre, c'est un petit peu moins évident. C'est le même principe. Là. Parle à ta défense, moi, je vais parler à mon attaque. Quand ma défense est sur le terrain, bien souvent, je ne regarde pas nécessairement ce qu'ils font parce qu'on prépare la prochaine série. C'est sûr, quand tu es tout seul, ben là, tu n'as pas le choix. Mais quand tu as des adjoints à un certain niveau, ben, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Puis de là, on revient à un peu filmer, que là, on peut se rattraper puis voir un peu, mais focus sur tes choses, tes joueurs, ton unité, plus que d'autres choses, je pense. Excellent, merci. Merci. Je veux aborder en passant, on a encore 2-3 sujets. Là. On va essayer de rester 5 minutes par sujet. Et après ça, le clou du spectacle, c'est on vous livre une partie de notre playbook, 7 jeux gratuits pour le prix de 0. Donc, restez là jusqu'à la fin. Chloé, tu as la main levée. Je t'en prie, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, ben moi, c'était une question sur le sujet d'avant, mais j'ai eu des petits problèmes. Mais en tout cas, là, je suis là. Puis je me demandais pour l'analyse vidéo si c'était bon de peut-être demander aux filles, aux gars, là, peu importe, d'analyser eux-mêmes certains jeux pour voir s'ils comprennent vraiment ou c'est mieux que le coach le fasse puis l'explique aux jeunes. J'ai une petite réponse là-dessus, mais Alex, tu as levé la main. Vas-y, Alex. Tu peux y aller. Non, vas-y, je m'en vais aujourd'hui. Moi, en fait, ça va dépendre souvent où on est dans la saison, avec quel niveau je vais travailler, mais souvent, ça va être une des premières choses que je vais faire. Je vais demander aux joueurs ou à la joueuse, justement, OK, moi, premièrement, qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ensuite, je vais dire, OK, vous avez raison sur tel point. Il y a un autre point que vous n'avez pas mentionné où il y a tel ou tel point. Puis après ça, je leur dis, OK, si je vous dis que telle chose, on l'a mal faite, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, comment on aurait pu chercher. Puis la première chose que je mets au point quand je fais du vidéo là, en début de saison, c'est toujours la première chose, c'est que j'ai jamais personnel de vidéo. Là, à ce moment-là, ça va être Michel qui a fait l'erreur, puis la fois d'après, ça va être Ginette. Là. Mais c'est pas contre elle qu'on le fait. Si je la regarde sur les vidéos, c'est pour qu'elle se corrige, mais il y a d'autres filles qui jouent à sa position, il y a d'autres filles qui jouent dans des rôles semblables. Puis le but, c'est que toutes ces personnes-là apprennent de ce qu'on voit là. Fait que oui, moi, je trouve que c'est super pertinent. Des fois, par contre, tu es limité dans le temps. Il peut y avoir d'autres
variables qui rentrent en ligne de compte. Mais oui, je pense que c'est pertinent d'impliquer les joueuses et les joueurs dans l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ça répond à ta question, Chloé? Oui, merci beaucoup. Parfait. Sur ça, je pourrais juste ajouter en 30 secondes, Alex, il a raison, là, ça prend du temps à faire ça, mais oui, c'est là qu'on voudrait aller. Le fait d'amener une façon autodidacte, dans le fond, pour que la joueuse elle-même se rende compte de ses erreurs et soit surtout capable de dire oui, là-dessus, je n'ai pas ouvert correctement, j'ai fait ci, j'étais trop profond. Bon, ben là, elle a compris après ça. Mais pour les amener là, c'est beaucoup, beaucoup de temps, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. C'est peut-être pas offert à tout le monde de pouvoir procéder comme ça, mais c'est là qu'on veut aller, puis c'est là qu'on veut vous amener. Puis ça, je vais glisser un mot là-dessus en toute fin de table ronde aujourd'hui. Merci Chloé, puis n'hésite pas si tu veux nous parler d'autre chose. Mais Alex, étant donné que tu es là, on va te garder. C'est un sujet, on pourrait faire une clinique, je sais qu'on pourrait faire 1 heure là-dessus facile, mais on n'a pas abordé du tout la gestion du temps dans un match, les temps morts et tout ça. On pense qu'un temps mort, ça sert juste au dernier jeu de la demi, il faut scorer. Dernier jeu du match, on est dans une ligne de 8, puis là, il faut sortir un jeu magique qu'on n'a jamais pratiqué. On appelle un temps mort, puis on met quelques tracés en place. Si tu es capable, en peut-être 3 minutes encore là aussi, de nous parler un petit peu de ta gestion du temps, comment le temps va influencer tes prises de décision. Moi, je pense que c'est différent dans le flag à 7 qu'on fait parce qu'il n'y a pas de clock management dans le sens où tu ne peux pas sortir à la bounce pour arrêter le temps. Des passes incomplètes, ça ne va pas arrêter le temps comme on voit au foot ou comme on voit au 5 contre 5 dans les 2 dernières minutes d'un match. Fait que souvent, moi, je trouve que c'est pertinent quand on parle juste de gestion de temps, là, de prendre un temps mort avant d'arriver dans les 5 derniers jeux d'une demi. Parce que tu vas te permettre de sauver du temps. Que rendu dans les 5 jeux, ton temps mort, d'un point de vue de gestion de temps, ne sert plus à rien. Des petits cues stratégiques que j'utilise, moi, ça va être après des convertis. Souvent, je vais prendre un temps d'arrêt. Le temps qu'on se replace pour le kick-off, là, c'est tellement long, on sait à chaque fois. Là, c'est là qu'on va sauver le plus de temps. Fait que souvent, c'est là que j'aime le faire. Puis l'autre chose, j'appelle ça des temps morts préventifs. C'est souvent ceux que j'utilise le plus. Moi, je suis très, je veux dire, peureux dans mes temps morts, dans le sens où je veux toujours en garder au cas où, puis finalement, je finis toujours par jamais les caler. Mais ceux que je cale, c'est souvent quand je cale un jeu puis je vois qu'on est mal placé. Je suis comme, bon, non, on va perdre un essai, ça ne sert à rien. Le temps mort, on reset. Ou quand j'ai un jeu précis parce que je pense que j'ai vu quelque chose puis que ça a marché, puis là, tout d'un coup, la défense se place en 2-4 puis ça vient complètement scraper mon call. C'est surtout là que je vais prendre des temps d'arrêt plus que dans la gestion du temps. Parce que nous autres, notre clock est un petit peu différent. Mais des fois, effectivement, dans les matchs plus importants, vers la fin des demi ou la fin des quarts, c'est quelque chose qui est un peu mixé avec j'en ai parlé un petit peu dans mardi soir, là. Quand le vent a un effet sur le terrain, quand il y a un gros vent, on arrive en fin de quart, puis je sais qu'on va changer de côté. Des fois, je veux garder le vent plus longtemps. Fait que je vais caler des temps morts. Je ne prendrai pas 2, mais des fois, je vais en caler 1 pour me donner plus de jeu avec le vent ou pour m'assurer que si je me rends mon 4e essai, je vais punter avec le vent dans le dos. C'est des choses que, des fois, sur le fly, je vais prendre en compte quand je vais prendre ces décisions-là. Je pense que c'est des petites choses qui font qu'à la fin d'un match, on peut aller chercher 3, 4, 5, peut-être 6 jeux. Par exemple, si on perd par 10 points, ça nous prend 2 touchés. Mais après le premier touché, peut-être que si on est très serré dans le temps, le converti devient inutile. On passe directement au kick-off, on sauve du temps, on peut reprendre la balle, puis peut-être avoir le temps de faire le toucher après qui nous donnerait l'avance dans le match. Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs ou d'autres personnes dans l'auditoire qui aimeraient renchérir? Francis, vas-y. Ben moi, un petit peu comme Alex, j'aime ça prendre... En fait, j'aime ça prendre un temps mort, dans le fond, pour soit bien, tu sais, qu'on ait bien compris le jeu, ou j'ai vu quelque chose, tu sais, j'ai vu l'alignement n'est pas bon, puis là, je me dis, si je fais le jeu, je vais le scraper, ça donne, tu sais, si les filles partent comme ça donne à rien, tu sais, on se repart dans le plage, le défensif va bouger juste à temps, puis là, tu vas, oh, attends, là, tu sais, mon jeu ne fonctionne plus. Puis j'aime surtout, en tant que coach en attaque, moi, j'aime mieux laisser les temps morts à la défense. Tu sais, si la défense, ça fait boucher, mettons, dans une drive, là, tu sais, ça fait 10, 12 jeux qui sont là, ben, j'aime bien mieux laisser mes temps morts au coach en défense qui embarque sur le terrain, il calme tout le monde, il donne un break à la défense. Moi,
moi, je ne prends jamais un temps mort sans vérifier avec le coach en défense si je peux le prendre. Quand des matchs serrés, là, c'est sûr que si le match est hors de portée d'un côté ou de l'autre, ça n'a plus d'incidence. Là. Dans un match serré, je vais souvent dire, écoute, j'ai goût de prendre un temps mort pour telle raison. Est-ce que tu en as besoin des temps morts? Puis souvent, première demi, moins. Deuxième demi, c'est là qu'on va être un petit peu plus avare là, sur les temps morts et qu'on va plus les laisser à la défensive. Mais sauf que j'aime mieux les utiliser pour bien expliquer un jeu qu'on. Tu sais, j'arrivais pas avec un jeu qu'on ne connaît pas. Là. Hey, les filles, je viens d'inventer quelque chose marche moins bien, mais de bien expliquer un jeu qu'on connaît déjà, de rappeler les assignations de tout le monde, de rappeler, tu sais, de calmer le jeu puis de dire à tout le monde, regardez, je te demande pas de me gagner la game, là, je te demande juste d'attraper le ballon. Si ça donne d'être dans la zone début, ben, c'est ça qui va arriver, puis si t'es pas là, ben, tout bad. Ben, voici le jeu, c'est juste ça que je veux qu'on fasse. Concentrez-vous sur votre job à chacune. Toi, snap le ballon, toi, lance-le, toi, attrape-le, puis ça va bien aller. Mais c'est plus dans cette optique-là. Puis, évidemment, ben, comme je disais, de laisser surtout à la défensive si jamais il y a une drive là, qui est contre nous autres. François, tu veux conclure sur le sujet? Ben, moi, je rajouterais juste que pour plus au scalaire, là, que souvent, je m'occupe de défensive aussi. Là. Souvent, je vais attendre que l'attaque colle son temps mort. Et puis là, quand le temps mort finit, ben là, nous autres, avez-vous tout compris? Non, ben ça ne me dérangera pas de rajouter un autre temps mort. Là. Parce qu'on ne peut pas prendre 2 temps morts consécutifs par équipe, mais je vais rajouter un autre temps mort à l'autre équipe. C'est super simple. Ça me donne plus de temps pour expliquer toute mon affaire, pour m'assurer que tout le monde a compris. Et je me dis aussi que l'autre équipe en attaque, ben ils ont collé leur jeu, puis il va dire quoi dans la prochaine minute après? Il va rajouter quoi à son attaque? Il a déjà collé son jeu. Fait qu'il peut peut-être juste changer d'idée puis se mêler. Puis on sait très bien que souvent au scolaire, des fois, c'est là des fois qu'on a le plus de hors-jeu. Hein? Tout de suite après un temps mort. Là. Alors, il va sur 2, n'oubliez pas. Là. Puis tout de suite, il se place. Oh, il y en a un qui ne s'en rappelle plus. Fait que plus il y a de temps, je trouve, plus l'attaque a des chances de se mélanger. Puis l'autre affaire, c'est plus une petite anecdote. Là. Dans le temps que Martin coachait au Mont-Saint-Louis, puis moi, j'étais agent Eudes, je m'étais servi d'un temps mort pour détendre l'atmosphère de mes filles. Martin avait collé un temps mort, puis c'était complètement à l'autre bout du terrain, là, en dessous des poteaux. Fait que là, il est venu à son temps mort. Moi, dans ma tête, j'ai dit, OK, il m'en collait un tout de suite après. Sauf que j'ai attendu qu'il retourne complètement à l'autre bout à son banc. Là, les arbitres disaient, hey, coach, débarque. Là, j'ai collé mon temps mort. Fait que là, Martin, il a fallu qu'il revienne, expliquer je ne sais pas trop quoi. Les filles ont trouvé ça bien drôle, puis moi aussi, honnêtement. Ça met en forme de jouer contre toi, c'est bon. Ah oui, c'est drôle. Probablement un sujet qui pourrait servir de clinique au complet. Souvent, on en a plein de temps morts, puis ça finit toujours qu'on les donne à la charité à la fin du match parce qu'on s'en sert pas. On pourra sûrement en reparler. Il me reste un petit sujet à aborder avant le clou du spectacle. Ça non plus, on n'a pas abordé du tout les bottées de dégagement, bottées d'envoi, etc. On pourrait faire encore une fois des cliniques à ce sujet-là. Mais j'aimerais vous entendre. J'aimerais avoir votre vision des choses sur quand est-ce qu'on dégage puis quand est-ce qu'on va y aller pour. Bon, je comprends, 4e essai, les passes ne sont pas faites. C'est correct qu'on va dégager là, dans notre zone, etc. Mais souvent, avec un botté de dégagement, étant donné qu'on n'a peut-être pas des joueuses qui sont spécialistes là-dedans, on va peut-être aller chercher un 20-25 verges si tout se passe bien en position de terrain. Vous, à partir de quel moment, à partir de quelle distance, mettons 4e essai, il manque une passe, selon la position du terrain, selon la distance, qu'est-ce qui vous fait dire, OK, bien, je suis peut-être à ma ligne de 30, mais il me manque 4 verges, bien, je vais l'essayer pareil. Parce qu'au final, ben, je veux dire, si je donne le ballon, c'est correct, on va essayer. Puis sinon, ben, j'ai des chances de progresser. Quelle est votre mentalité par rapport au botté de dégagement dans des situations où c'est peut-être c'est un petit dilemme, là. Martin, tu avais la main levée? Ben, c'est tellement profond comme sujet. Je pense d'abord et avant tout, il faut s'assurer d'être confortable avec la décision qu'on va prendre. Trop souvent, aller au 4e essai, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas te mettre en position pour y aller au 4e essai. Que tu y ailles au 4e essai à ta ligne de 30 ou que tu y ailles au 4e essai à la ligne de 1, l'autre bord. L'important, c'est de l'avoir préparé, de l'avoir pratiqué avec tes athlètes, mais surtout de savoir ce que tu veux faire et comment tu veux le faire.
Il y a les cas classiques, là, en fin de game, j'ai pas eu le choix, il faut que j'y aille. L'autre facteur qu'il faut que tu regardes en ligne de compte aussi, c'est ta phase de botter. Il faut tes pratiques. Là. Moi, je suis assez vieux pour avoir coaché où que le soccer n'était pas très populaire, puis de faire des bottées de dégagement, c'était périlleux. Là. Ben, tant qu'à faire un botté de diverge, ben, t'es peut-être mieux de l'essayer pareil. Là. Fait que je ne sais pas si je réponds à ta question, mais moi, je suis assez agressif de nature. J'ai tendance à dire que le flag, c'est un jeu de passe puis c'est un jeu d'attraper. Faut que tu mettes si tu penses que tu es capable de mettre tes athlètes dans les positions favorables pour réussir le jeu que tu veux avoir, ben, il n'y a pas de raison de ne pas y aller au 4e essai. Là. Ben, peut-être une sous-question que j'aurais, puis là, je peux peut-être, Francis, tu pourras rajouter là-dessus. Là. Si, par exemple, je suis à la ligne de 35 de l'autre équipe, il manque 5 verges, ben, je vais y aller. Si je suis à ma ligne de 20 et il me manque 5 verges, est-ce que ça change mon raisonnement? Est-ce que je devrais dégager au lieu d'avoir le même raisonnement? Parce que c'est la même longueur de passe, la même situation. C'est juste le positionnement du terrain qui change. Francis? Ben moi, je pense que, en tout cas, moi, ma philosophie, c'est de ne pas mettre la défensive dans une position, pas de vulnérabilité, là, mais de leur donner le plus de terrain à défendre possible. Ça veut dire que si, mettons, je suis à mon 25, dans ta situation, là, je suis à mon 25, puis il me reste 5 verges, 4e jeu, c'est quasiment sûr que je vais botter, parce que si je manque mon botté, puis que, je sais pas, moi, je recule, je sais pas, moi, je décide de jouer, la passe n'est pas attrapée, j'ai un mauvais snap, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Puis là, on n'est plus au 20, on est rendu à mon 15. Là, je viens pas d'aider ma défensive. Je vais les mettre dans un stress. Où est-ce que là, le terrain à défendre, ben, c'est 15 verges. Puis, nous, on se fait toujours un devoir de travailler avec la botteuse de dégagement pour en avoir une bonne, une fiable qui est régulière. On ne les a pas tout le temps, là, en Benjamin surtout, là, mais c'est de trouver la personne qui va te donner un 30-35 verges sûr à chaque fois, puis de créer là, cette distance-là, puis de mettre ta défensive au moins dans une position où on n'est pas un jeu de touchdown. On n'est pas prêt à notre 15, puis là, l'autre équipe a le beau jeu de rentrer dans son début. C'est surtout ça qui va motiver ma décision. Puis je te dirais qu'à partir du 20 de l'autre équipe, souvent, je vais avertir le coach en défensif, je dis, je vais en 4 essais. Ah, OK, c'est beau. Ça va être une décision concertée parce que des fois, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Tu es sur ton élan d'attaque, tu es parti, tu roules, puis tu es dans ta tête, puis ça va, puis on va se dire, non, ça arrive au 4e, on botte, on va aller chercher le point, on va se mettre à une distance, mettons, de 9 points de l'autre équipe. Ah oui, c'est vrai, OK, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir aussi. Comme Martin disait, c'est une grosse question quand même, parce que ça dépend de tellement de facteurs que c'est difficile de dire voici ce que je fais à chaque fois. Mais je te dirais que moi, la première chose que je me demande, c'est est-ce que je vais mettre ma défensive dans le trouble si je décide d'y aller. Moi, ça va être ça, ma première question. Très intéressant, très intéressant. Merci, Francis. Hugo? Oui, je voulais juste mentionner, peu importe si vous avez déjà prévu de dire OK, à tel moment, je punt ou on reçoit le ballon selon le score, je risque de punter ou je risque de botter. Peut-être aussi de le penser avant ton 4e jeu, parce que ça peut influencer ton 3e jeu, puis ça peut influencer ton 2e jeu et même ton premier à la limite. Là. Alors, si tu as raté ta première passe, puis tu sais que dans cette situation-là, si on n'a pas le first down, on arrive à un 4e essai, ben peut-être que ton 2e et ton 3e jeu vont être en conséquence de. Et peut-être que tu vas dire, OK, on est sûr de punter, on va peut-être essayer un coup de circuit, essayer de gagner des verges parce qu'on va punter, ou non, celui-là, on va y aller même si on est en 4e, on va peut-être aller chercher des passes. Bon. Mais juste d'avoir une idée de qu'est-ce que vous allez faire si vous arrivez au 4e essai dans le même contexte, selon le pointage et tout ça, car ça peut influencer vos jeux 2 et 3 surtout. Des fois, le premier un peu moins, mais 2 et 3. Excellent. Merci, Hugo. C'est super, super pertinent comme point. François, pour conclure. Moi, je veux revenir à ce que Martin a dit au début. Là. Je pense que le plus important, c'est d'être à l'aise avec ce qu'on décide, puis après ça, il arrivera ce qui arrivera. On ne peut pas s'en vouloir de « Ah, j'aurais pas dû, j'aurais pas... » Non, il faut. Tu vois, moi, ce que je vais dire à mes filles, c'est on n'est pas des pissous, là. Ah ouais, on l'essaye. Si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas, on vivra avec. C'est sûr que la situation de le vent, le botteur, le ci, le ça, les points, whatever, là. Puis pour avoir fait beaucoup de touch aussi, au touch, c'est 3 essais, là. Fait que, je ne sais pas si vous avez vu des games de gars de touch, là, ça punte jamais. Même si tu es à ta ligne de 10, 15, 20, 25, ça punte jamais.
Ils prendront le ballon à notre ligne de 20, puis ils scoreront, puis c'est tout, on ira scorer après. Peut-être une mentalité plus d'attaque. Là. Puis l'affaire qui me fait le plus peur, là, peu importe le niveau, là, ben, c'est-à-dire plus dans les plus petits niveaux, qu'on sous-estime. On parle beaucoup de notre botteur, là, qui botte pas loin, puis on ne le sait pas, mais je pense que le retourneur me fait beaucoup peur dans certains cas. Puis souvent, nos filles d'attaque, c'est pas nécessairement les meilleures pour déflaguer non plus. Là. C'est un aspect que, en tout cas, dépendant des équipes comme état de joueuse, là. Fait que souvent, là, c'est bien plus là. Ça ne fait rien de botter de 5 verges, puis ça ne donne rien, puis on n'a pas gagné de terrain. Sauf que quand ils vont chercher un toucher avec ça, ça me gosse. On est peut-être mieux de donner le ballon en ligne de 30 que de prendre une chance quand ils ont une super athlète, mettons, au Benjamin ou au Atome, là, ça arrive régulièrement. C'est mon souci premier quand on botte. Mais si j'avais quelqu'un qui botte 40 verges à toutes les fois, probablement qu'on botterait plus. Vas-y, Julien, tu ouvert ton micro, oui, non? Ouais, pour renchérir sur ce que François disait là-dessus, justement, ben, j'ai perdu une game de finale régionale, justement, parce que j'ai décidé de botter, puis je me suis fait scorer un toucher sur un retour. Donc, il faut penser à ça aussi. Si l'athlète de l'autre bord qui retourne est très dangereuse, ben, c'est sûr qu'il faut que ça trotte dans notre tête. Merci, merci Julien, merci à tout le monde. Il y a plein d'autres sujets, je pourrais continuer, mais j'aimerais ça qu'on termine autour de 9h30 comme on le fait habituellement. Donc, avant le petit mot de la fin, on va passer à ce que vous attendez tous probablement, donc le livre de jeu ouvert de nos entraîneurs. Donc, là, les coachs, je vais vous demander, par exemple, là, je sais qu'il y en a qui ont des clips et tout ça, là, on va essayer de se limiter à 3 minutes, OK? L'explication, c'est quoi le jeu, pourquoi vous le faites, dans quelles circonstances, puis ça finit là, puis on donne au suivant, on passe au prochain. Donc, Hugo, tu vas commencer. Oui, je m'en viens là. Et si vous avez des questions dans l'assistance, ça, par exemple, ça, on est très ouvert aux questions, on est très ouvert à en parler, il n'y a pas de problème là. C'est plus les entraîneurs qu'on veut freiner un petit peu dans leur ardeur. OK. Alors, quand on m'a demandé de présenter un jeu, j'ai décidé de présenter mon passe-partout. Passe-partout, c'est le jeu que je fais le plus souvent, Atome jusqu'à juvénile, là, féminin, là. Et c'est le jeu que je fais le plus souvent, Atome et Benjamin, là. Mais le passe-partout, vous pouvez prendre une capture d'écran, là, pas obligé de renoter, là, pour ceux qui l'ont, là. Le passe-partout, pourquoi j'aime ce jeu-là? Parce que ce soit homme pour homme, 5-1 ou 4-2, ça risque de marcher. C'est élevé pour que ça va fonctionner. Et fait passe-partout, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais que je peux sortir ce jeu-là, peu importe la défensive qu'ils vont faire. Et l'autre élément, pourquoi je l'adore, ce jeu-là, également, mon passe-partout, c'est parce que souvent, même à Tombe, là, je me souviens encore une fois, à Tombe, là, le dernier match, un des derniers matchs que j'ai coaché il y a 2 ans, hein, avec la COVID, à Tombe, ici, j'ai le A, mon snapper, le Z, le B et le Y qui ont attrapé un ballon dans la même partie. Fait que sur le même jeu, j'ai tout le monde qui peuvent attraper le ballon. OK? Alors, c'est sûr que le B, le Z, c'est souvent là, on va splitter le corner, là, la demi-coin sur un 5-1. Ça risque d'être ça en premier. Le Y va être là. Bon, on va voir. Là, je vais te montrer tout de suite la séquence. Là. 1 minute. Je pense que c'est plus intéressant. Chloé, je sais que tu es là. Fait que j'ai pris une séquence de toi. Puis c'est Butch qui avait filmé avec son téléphone. Merci, Butch, pour la présentation. On est les rouges en attaque, bien entendu. Et vous avez un peu, juste montrer un peu l'assignation. L'autre bord, c'est un 4-2 qu'ils nous font. Okay. Alors, on roule par la suite. Oui. Alors, ça va être... Oh, j'ai oublié de mentionner. C'est mon receveur ici qui va recevoir avec un Jerry Rice à l'extérieur. Oui. Et bon, parfait, on roule. On le fait avec une feinte de remise. Je vais montrer un peu les variantes là, tantôt. Là. Oui, alors, on a une feinte de remise. Et ce qui fait en sorte que notre feinte de remise amène... Oups, on ne le voit pas bien ici, mais amène ici notre... joueuse qui est ici, qui est la safety. Fait que là, je suis content, j'ai fait la feinte de remise, ce qui me permet d'éliminer la safety qui est souvent un petit peu plus rapide, parce que la safety a les yeux ici, sur cette fille-là,
Puis après ça, on a nos coupes, là, ici, la backers, qui vont prendre ma snappers. Oui. Alors, on continue. Si vous remarquez ici, la snappers, elle pourrait être libre. Oui, elle a battu sa fille, là, puis elle s'en va dans ce sens-là. On est dans un espace qui est libre. Et ici, malheureusement, il y a un petit contact. Là. Il y a quelqu'un qui n'a pas été au nombre de verges. Et on s'en va pour le Jerry Rice au bout ici. Donc, qui était le 1 contre la safety également. 30 secondes, Hugo. Ouais, je m'en vais là. Je suis là. Oups, c'est pas ça. Je vais faire. Oui. Alors, les variantes. Oui. Alors, avec un jeu de demi. Oui. Également. Je me souviens un match contre Notre-Dame en prolongation. On avait fait 5 fois le même jeu, ce jeu-là, mais avec des variantes. Alors, avec un jeu de demi, j'ai oublié de mentionner que la carrière peut courir également. Si vous avez, ça forme un trou. En ISO, c'est le même look, sauf que cette fois-ci, c'est mon A qui va faire un genre de corner. Alors, également. Et j'ai avec un ISO, mais une feinte de remise cachée également par là. Et ne sous-estimez pas le A ici. À un moment donné, le safety est tanné où il joue à 2 safety. Il va tricher du côté fort. Et à un moment donné, le A devient tout seul avec le backer qu'on a juste à lober par-dessus. C'est fini. Merci Hugo. Déjà 4 jeux. Martin, c'est à toi. Ben, c'est le même jeu. Là. Je n'étais pas prête à ça. Je ne pensais pas que j'étais dans l'ordre. Ah, ben c'est correct. On peut y aller. Non, je suis là. Voilà, excellent. Julien, t'es prochain. Vous voyez mon écran? Oui. Écoutez, moi, comparativement à ce que les autres coachs font, je vous présente le jeu que je fais le moins souvent. C'est une farce. Écoutez, c'est pas autant le jeu plus que de peut-être vous inciter à vous assurer que quand votre jeu est. Quand vous avez un livre de jeu, que vous n'avez pas juste un jeu, une option. Tu sais, Hugo a montré de manière différente. Là, je ne sais pas comment il déploie son livre de jeu là, pour les athlètes et tout ça, là, mais tu sais, moi, quand je vais dessiner un jeu, je vais toujours avoir des options parce qu'à un moment donné, à force de faire la même chose, ben, ils vont dire ah, ils font ça, puis ils vont vouloir le couper. Puis à partir du moment qu'on a ça, soit qu'on a des indicateurs à l'avance ou on a des lectures quand le jeu se développe, les athlètes ont des responsabilités à faire. Là. Pardon. Là. Alors, c'est un jeu fort simple de venir attaquer le centre du terrain. C'est un jeu qui peut se faire autant dans une défensive 4-2 ou 2-4. C'est un jeu qui peut se faire aussi avec le 5-1 en venant travailler un peu les angles du receveur. Là. Mais écoutez, là, le receveur Z ici qui est la pièce maîtresse, le receveur principal dans ce tracé-là, c'est soit un Jerry Rice ou moi, ce que j'appelle souvent, c'est une banane intérieure là, qui va aller vers un 7 ou 8 verges. Pourquoi 7 ou 8 verges? Parce qu'on veut venir travailler l'espace derrière les secondaires, derrière la première zone, mais vraiment pas très en profondeur de la zone arrière. Venir travailler devant les demi de sûreté. Et puis, ben, c'est un peu ça. Puis ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va venir attaquer le plein centre du terrain. C'est une passe pour un carrière qui n'est pas compliqué. Ceux qui savent, j'ai coaché pendant plusieurs années avec une carrière qui n'avait pas un bras très, très puissant, mais qui avait une détente excessivement rapide et une intelligence de football très, très prononcée, alors qu'il faisait rarement des mauvaises décisions. Mais c'est un jeu qui est facile à compléter en plein centre. Puis, on voit une option très, très simple. Là. Ici, on a mon Y qui sort à l'extérieur. La lecture du Y, c'est de regarder le demi de sûreté. Je ne sais pas si vous voyez quand je bouge ma souris. Là. Oui. OK. Ici, le Y, c'est vraiment un tracé extérieur. Là. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est complémentaire à d'autres jeux que je fais aussi, où on a à peu près le même look, mais on a des responsabilités différentes pour certaines joueuses. Le Y qui sort en diagonale vers l'extérieur, mais dans sa sortie, en fonction de la situation de jeu, elle a une lecture à faire. À un moment donné, le safety qui est ici, elle est tanné de se faire passer juste en avant. Là. Elle est tannée, là. Tanné, foncièrement tanné de se faire passer en avant. Alors, l'instinct, c'est quoi? C'est de shooter à l'intérieur pour venir l'enlever. C'est dangereux quand ta carrière ne l'a pas vu et que l'autre équipe a fait une belle réaction, mais quand ton Y ici le voit comme il faut et voit que le demi de sûreté est ce qu'on appelle flat foot, là, les talons au sol et immobile ou en action vers l'avant, ben, on va lui demander de poursuivre son tracé en profondeur. Puis ben, juste avec 2 jeux, on va venir travailler sur une seule fille. Là. Fait que, voilà.
Non, c'est assez ça, là. Je ne sais pas 0 si. secondes, c'est super. Parfait. Merci, Martin. Je vois une question dans le chat, mais je vais attendre juste qu'on roule les jeux au complet avant de répondre. Julien? Ouais, il faut juste enlever le partage d'écran, Martin, s'il vous Ouais, plaît. c'est ça. Puis je vais le Top faire. sharing. J'allais, j'ai trouvé c'était où. C'est Yes. bon. Excellent. Je travaille pas avec Zoom. Parfait. Alors. Donc, moi, le jeu que j'ai pour vous, à la surprise probablement de tout le monde ou d'Alex Desjardins, ce n'est pas un post wheel que je vous présente. C'est plutôt un classique Flood. Les raisons pour lesquelles j'ai décidé de présenter ce jeu-là, c'est un jeu que, surtout vu qu'on s'adresse un peu plus à la clientèle des entraîneurs du secondaire, qui bat la plupart des couvertures qu'on va voir. Donc, ça va battre la 5-1, ça va battre la 4-2, ça va battre le homme à homme, mais ça peut être dangereux, là, mais ça va le battre si, au moment de faire la cote, la receveuse fait un petit travail de feinte pour se créer de la séparation, puis c'est aider de la carrière qui va bien rouler. Donc, c'est les raisons pour lesquelles. Puis, pour une autre chose, là, je vais modifier un petit peu ici, là, mais si je vous rajoute une joueuse comme ça ici, on s'imagine là, que, là, excellent, on imagine que la corner comme ça ici, okay, en 5-1, la corner va venir monter avec le fly qui est juste là. Ça va mettre énormément de pression sur la linebacker ou la garde, selon que vous appelez, de prendre une décision. Elle ne sera pas capable de couvrir les deux tracés, le out à 5 ou le out à 10. Ça va créer une énorme fenêtre de passe qui est facile à lancer. Je vais vous montrer tout de suite avec un extrait vidéo du jeu. Alors, comme ça, excellent. Donc, on fait passer le jeu. Et là, est obligé de choisir. On a complété une passe de 5 verges, puis on va en chercher bien plus. Après l'attraper, on doit être allé chercher 20-25 verges. Et c'est accompagné aussi, vu qu'on était sur le H éloigné, d'un snap en angle. Donc, le snap en angle dont on a parlé tantôt, on rétrécit notre terrain, on se rend plus rapidement pour venir faire la passe. Donc là, ça, c'est un exemple du jeu qu'on complète la passe de 5 verges. Une minute. Ouais. Un autre exemple que j'ai pour vous ici, dans lequel là, on est sur le... Oups, excusez-moi. Donc, un autre exemple ici où on va compléter le out à 10 là-dessus. On est sur le H côté court. Donc, c'est une passe un peu moins longue. Elle ne roule pas. Elle passe. La corner a pris une décision. Énorme pression sur la linebacker. Et on lance facilement le out à 10. Une autre intervention que j'ai à faire pour que ce jeu-là ait du succès, allez-y aussi en fonction du niveau que vous avez de vos athlètes. En ce qui concerne la profondeur des tracés, c'est possible de faire ça à différentes profondeurs. Moi, je le faisais avec un out à 10 puis un out à 5, mais c'est possible de faire un out à 7, un out à 3. L'important, c'est qu'il y ait un bon split entre les deux tracés pour que la joueuse en défensive ne soit pas capable de jouer les deux. C'est vraiment la clé du succès de ce jeu. Excellent. Merci, Julien. Francis, est-ce que tu es prêt? Yes. Où est-ce qu'il est, mon écran? OK. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, dans le fond, moi, j'ai choisi, quand j'ai parlé à François, moi aussi, je vais arriver avec le concept d'un flood aussi, mais je vais le faire différemment de qu'est-ce que Julien est en train de nous présenter. L'idée, dans le fond, c'est que pour moi, je l'utilise beaucoup quand je suis dans le red zone. Fait quand j'arrive à 20 verges, je vous dirais même 25 verges, c'est un jeu que je vais utiliser au moins une fois dans ma séquence. Peut-être pas contre vous autres parce que vous le savez, là, mais dans le fond, c'est quelque chose que j'aime utiliser dans mes parties. Parce que ça ouvre beaucoup de portes, puis ça dépend comment la défensive va s'aligner contre moi. Si je joue contre une défensive avec un safety qui est ici, là, que vous voyez ici, dans le fond, l'idée, c'est je vais créer un surnombre de joueuses et je vais avoir un avantage numérique qui va être indéniable.
Sur la fin de remise que je fais, j'espère vraiment venir geler là, les linebackers, possiblement qu'ils vont être obligés de respecter ce qui va se passer au niveau de la remise. Donc, je vais venir libérer soit mon X, mon Y. Ça reste que c'est c'est un jeu qui est facile. On cherche la petite passe facile, évidemment, en passant. Puis quand j'arrive dans le red zone, moi, il n'y en a plus là, je ne joue plus là, pour le first down habituellement. J'essaie d'aller marquer. De ne pas avoir besoin de prendre mon first down, de vraiment avoir 4 jeux pour faire les 20 verges, puis aller marquer. Si j'ai besoin du first down, je vais aller le chercher, là, mais habituellement, j'essaie de marquer dans ces 4 jeux-là. Et ça, c'est un des jeux qui me permet de couper le terrain en deux puis de faire une progression. C'est sûr que si la corner décide de ne pas respecter W dans cette séquence-là, c'est sûr que le QB doit lancer là, doit lancer le corner. L'idée, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est éventuellement libérer X, parce que le corner va être obligé de respecter le W, puis le Y, à un moment donné, là, comme Julien le disait, là, cette petite passe-là qui peut se transformer en gain, parce qu'ici, là, c'est vraiment une coupe à 3 verges. Là. Ça peut vraiment être un gain qui devient un gain de 10 verges, qui peut même devenir le touchdown. Et j'ai mon joueur de centre qui va arriver un petit peu en délai. Fait que si tout le monde est parti en poursuite, je vais avoir la petite passe facile au centre, en espérant avoir piégé le joueur de centre dans la feinte. Puis, si jamais c'est du man-to-man, là, je n'hésiterai pas à remettre le ballon running back pour qu'il court parce que dans le fond, on va les courir là où il y a le moins de joueurs possible. Dans le fond, il va y avoir le 1 contre 1 qui va être là, puis il va avoir sa course à elle. Je vous ai fait le concept de l'autre côté. C'est exactement le même jeu de l'autre côté. Puis dans le fond, je cherche la passe facile tout d'abord pour avancer, couper le terrain. Puis à un moment donné, conditionner le linebacker à descendre sur mon tracé court pour être capable de lancer, évidemment, à mon Y. Sachant très bien que mon Z, dans le fond, ne sera jamais, en tout cas, pas supposé d'être libre. Souvent, je vais faire, si je décide de ne pas mettre de running back, je vais mettre une remise en mouvement ici pour donner un avantage à mon corps arrière. Puis, l'objectif, dans le fond, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais c'est pas mal ça, le jeu. Merci, merci Francis. François? Ouais. Moi, je vais renchérir là, avec quelque chose qui ressemble un peu à ce que Julien a dit et Francis aussi. Sauf que moi, je le fais un petit peu différemment. Oh non, je ne vais pas recommencer à faire ça. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Je pourrais faire le mien sinon en attendant. Okay. C'est un petit peu ça. La seule différence, là, c'est que nous, on y va aussi avec le concept de on est en mouvement. Là. Je vous l'ai dit, je suis un livre ouvert ce soir. Moi, j'appelle ça Guy ou Rouge. Guy pour. Ouais, en fait, je me suis trompé. Ça, c'est plus Dan. Dan pour droit. En tout cas, c'est juste pour dire quand on colle un jeu puis on dit Dan, ça veut dire qu'on snap en angle à droite. À gauche, j'aurais compris que c'est Guy. Puis maintenant, on est arrivé avec des couleurs, là, le même principe. Là. Rouge pour right, quand on snap à droite. Nous, ce que vous remarquez, là, c'est qu'on fait l'inverse. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire l'inverse. Et notre corps arrière, la passe facile, c'est ça. Là. Ce qu'on veut, c'est attirer l'attention rapidement. C'est libre, donne la balle, on gagne des verges. Après ça, on amène la défensive à bouger, à rentrer un petit peu en dedans. Là, ça fait aussi, là, c'est que ça fait. Vous voyez ici, je fais vraiment une distinction. Là. J'ai même essayé de le faire à l'échelle. Là. Fait que ici, c'est entre 8 et 10. Ici, c'est 5. Tu es out. Ce que ça fait, c'est que s'il y a quelqu'un qui jump ça ici, 3/4 du temps, ça libère ici. Là. Puis, ce que ça permet d'aller plus loin, ça permet à notre carrière d'être rendu ici et d'être capable de lancer là. Je demande à mon joueur de centre de suivre tout ça dans le concept de tout le monde s'en va à la même place. Et vous remarquez, je n'ai pas mis une petite flèche, j'ai juste mis une barre. Il faut que ça serve pour montrer un bloc, là, mais moi, je vais demander à mon centre de site, d'arrêter là, trouve le trou. Fait que comme ça, s'il se passe quelque chose, ces 3 receveurs-là se cassent la jambe et ils tombent. Et la carrière, elle sait que là, il y a quelqu'un qui est arrêté là, dans le trou. Et puis encore du temps, quand ton carrière roule sur un côté, la défensive, elle n'a pas le choix de suivre. C'est là, des fois, qu'il y a des erreurs dans les couvertures. Et puis, à un certain niveau, là, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire, et ce qui était super payant pour nous autres, c'est le backside ici. Là, c'est sûr que ça prend un bon bras, là, mais on roule ici, on regarde là.
Mais on le sait qu'on s'en va là parce qu'on a vu, je reviens à ce qu'on disait plus tôt, là, quelques jeux avant, puis ça, on le fait souvent. Puis ça, je l'appelle 4-4-8. 4-4-8. On a conditionné la safety à pu être là. Puis qu'il soit en 5-1 ou en 4-2, on s'en fout. Fait que là, la règle de cette personne-là, par exemple, c'est de rester à peu près au centre. On ne veut pas qu'elle soit rendue là non plus. Là. Reste au centre, reste derrière le safety. Fait on roule, on regarde. On a décidé qu'on prend le shot deep. 99% du temps, on va lancer ça. C'est pas libre, on s'en va là. Aussi simple que ça. On peut être créatif à l'extérieur, là. On peut aller en ligne droite, on peut faire un hook and go, on peut out and up, on peut y aller en Jerry, pas en Jerry, mais en corner, 45 out. On peut aller vraiment où on veut avec ça. Puis évidemment, la Corée, elle peut quand même courir, là, dépendant du type d'athlète. C'est un peu le même principe d'attaquer l'extérieur, là, mais nous, on préfère lancer ici que lancer sideline complètement. Je pense que des petits niveaux, c'est peut-être plus facile qu'essayer d'aller lancer complètement sideline. Excellent, merci. Alex, l'avant-dernier. Alex, on ne t'entend pas en ce moment. Parfait. Je vais le mimer, c'est pour ça. Donc, le jeu que j'ai sorti, c'est un peu un exemple de ce que je présentais hier, là, d'avoir des jeux qui sont bons contre différentes couvertures. Donc, c'est un peu, deux concepts en un. Donc, j'ai un concept qui est du côté fort de ma formation, que je préférais contre des défenses qui vont jouer deux safety. Donc, deux high defenders. Puis, du côté faible, je vais aimer ça avoir un concept qui va battre une défense à un seul safety. Fait que si au début du jeu, on voit deux safety en haut, ma carrière sait qu'on va travailler côté fort de notre formation. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment travailler le high-low sur la backer. À moins qu'on soit capable de vraiment travailler la safety si on voit qu'elle est agressive, mais en général, là, je ne vous mentirai pas que 90% du temps, là, 95% même, on a travaillé. Il y a un petit délai de jouer dans l'animation, c'est malade. La souris est un petit peu en retard. Je vais essayer de ne pas pointer. Donc, on va travailler le backer qui est en rouge à la droite. Sur 90% du temps, donc on va avoir deux safety en haut. Si elle suit ma receveur numéro 3 du côté fort vers l'extérieur, on va venir lancer derrière elle. Si elle reste là, statique, sans s'éloigner vers l'extérieur, on va donner le ballon, un catch quelques verges et on va espérer aller chercher du terrain. Si on voit un seul safety qui est centré, on va venir travailler du côté faible. Donc, on va travailler les yeux sur le corner. Si le corner joue deep, comme on voit en général dans une 3-3, on devrait être capable d'avoir notre receveur numéro 1 qui est complètement libre. Si notre corner joue plus agressif ou qui nous joue en man, on va accepter le 1 contre 1 de notre numéro 2 contre la backer. Puis, on va prendre une shot. C'est un peu comme ça qu'on enseigne. J'ai quelques clips que j'ai retrouvés vite. Je ne pensais pas qu'il fallait montrer des clips. J'ai dû travailler là-dessus pendant les... Pas obligé, Alex. Tu peux en montrer un. Parfait. On va faire lui. Qui sent un petit peu... Parfait. J'en monte un. Je touche pas. C'est lui. On va venir le chercher. La lecture la plus classique, là, on voit la backer qui sort vers l'extérieur. On va venir lancer derrière elle dans la fenêtre que ça va venir créer. Fait que souvent, c'est un 7-8 verges. Même si on se fait déflaguer tout de suite, on va être heureux d'aller avec ça. Excellent. Merci, Alex. Je vais y aller avec le mien. Pour terminer, moi aussi, je vais un peu participer à la fête. Moi, en fait, j'ai essayé de simplifier ça pour des niveaux peut-être un petit peu plus débutants. Donc, Benjamin, cadet, division 3. Où est-ce que je vais demander à ma corps arrière plutôt que de faire la lecture au complet, on va se concentrer sur un côté de terrain. Puis ici, on va se concentrer du côté faible. Donc, ici, c'est un petit concept de cross, tout simplement.
Imaginez un man-to-man où on va avoir, je vais dessiner ça, là. On va avoir des joueuses là, vraiment une en face de l'autre. Donc, on va se concentrer sur le côté droit ici. C'est sûr que si votre carrière a 7 bras, un 5-45 in, un post, c'est un très bon match-up, très difficile à couvrir en man-to-man. Et j'aime aussi le T-in. La raison pour ça, je suis un entraîneur qui aime ça, setuper ou en tout cas préparer des choses. Donc, un post avec un out, post out, post out, post out. Puis à un moment donné, ben, ça va être post avec la chaise ou post avec un T-in ici, en man-to-man. Par contre, si ce n'est pas là, ben, on a un concept de cross. Donc, imaginez, là, ici, là, j'ai 3 receveuses qui s'en vont vers la gauche et ma receveuse ici qui va aller vers la droite. J'ai 6 personnes. OK, imaginez le petit cœur ici qui est devant celle-là. On va traverser 6 personnes. Très difficile pour moi de suivre ma joueuse. Et pour la corps arrière, ben, c'est une petite passe facile ici dans cette région-là. C'est une petite passe qui va peut-être rester 7-8 verges dans les airs. Et après ça, ben, si on est en main, on va pouvoir monter le terrain parce que la personne en poursuite ici va avoir beaucoup de misère à suivre et elle va se perdre probablement dans ce trafic-là. Et c'est là après, puis je vais juste conclure là-dessus, là, où on a, je vais faire tout ça, où lorsqu'on a une défensive qui change, ben, on va vouloir peut-être adapter notre jeu selon la défensive qui est là. Fait que c'est le même jeu, mais on va imaginer une défensive 5-1 ici, okay, où on va peut-être avoir une espèce d'alignement qui va ressembler à ça. Donc là, à droite ici, ben, mon 5-45 in où je voulais battre ma fille, ben là, on va l'ouvrir un peu plus pour que ça devienne un flair parce qu'on veut vraiment amener notre coin, avec nous. Puis ici, les filles, ben, on va vraiment vouloir attaquer la joueuse qui est ici. On va aller directement, puis on va dire, regarde, fais un hook dans sa face, prends une photo, jase avec, puis ensuite, ben, on va dire slide un peu ce côté-là. Comme ça, celle qui est avec toi va t'accompagner. Et là, ça va justement libérer notre petit slant en dessous, notre petite diagonale ou arrow, peu importe comment vous appelez ça. Donc, ça va venir libérer cette joueuse-là. Encore une fois, pour une petite passe facile. Et ce qu'on veut, ben, c'est aller prendre cette joueuse-là un petit peu à contre-pied. Fait que j'ai fait mon hook ici, puis là, j'ai slidé, j'ai glissé vers la gauche, je suis pris à contre-pied. Et finalement, ben, ma joueuse qui attrape le ballon, après ça, ben, elle a le champ libre là, pour monter et aller chercher des verges. Donc, c'est un petit jeu. Puis, tu sais, j'ai juste besoin de lire mon côté droit de terrain, côté gauche, je m'en fous. Puis, justement, ma wide à gauche, ben, on était tanné de l'envoyer sur un fly tout le temps, puis qu'elle revienne, ça ne sert à rien. On va y faire un petit peu de bananaing pour la bonne cause. Et voilà. Voici, ça, c'était mon jeu. Une question, François. Oui, vas-y. Une question pour ton jeu. Ta carrière, ses yeux sont où pendant tout ce temps-là? OK, je vais. C'est une très bonne question. Puis là, évidemment, on va. J'aimerais ça que Sandrine soit là, mais je pense qu'elle n'est pas là. Bon, ben, ça va dépendre un petit peu de la couverture, hein, parce qu'en men, ce que je vais demander à la corps arrière, c'est de peut-être prendre sa décision déjà pré-snap. Si on regarde le jeu en haut à gauche, là, si on sait déjà que le match-up est bon, pour moi, la lecture pré-snap, ça va être la receveuse qui est ici. Après ça, si on oublie ça, j'ai déjà pris ma décision que je ne lancerai pas le 45 in, la corner est trop bien placée, peut-être qu'elle joue shade-in, sa position est bonne ou qu'elle est capable de suivre la joueuse. Ben, on va y aller sur le double move. Donc, ma lecture, mon champ de vision, ça va être vraiment ici, là. Puis après ça, ben, si malgré le double move, je ne suis pas capable, ben là, je vais probablement lancer le petit slant qui est en dessous. Fait que dans le fond, je vais limiter mon champ de vision ici. Puis en bas, c'est à peu près la même chose. Donc, ce qu'on veut, en fait, si la carrière est ici, là, encore une fois, un petit peu ici, puis je veux vraiment aller regarder ce point-là ici, là, puis attendre, dès que ma receveuse glisse, je vais rester en contact avec elle pour forcer justement la joueuse en défensive là, qui serait ici. Bien, elle aussi, je veux la forcer à aller là.
Puis après ça, je vais lancer en dessous tout simplement, mais mon regard n'a pas vraiment, j'ai pas vraiment besoin de changer de niveau. C'est sûr que je ne veux pas regarder la receveuse pendant qu'elle est ici, même si je sais bien que je m'en vais là. Je vais commencer à la voir à un moment donné quand elle va apparaître dans mon champ de vision. Puis, à l'aide de justement mon regard, peut-être posé soit directement sur la fille en défensive. Des fois, ils n'aiment pas ça, ils nous regardent, hein, fait qu'on peut les regarder aussi. Je vais regarder cette joueuse-là, puis je vais lancer en dessous après. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond très bien. Chloé, j'espère que tu as pris des notes. Oui, oui. Bon, le temps, excellent. On est un petit peu plus tard, mais je veux quand même prendre 5 minutes. J'aimerais ça qu'on prenne. Ça aussi, c'est un sujet pour une autre clinique, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même reçu une autre question supplémentaire avec toutes celles qu'on s'est posées par rapport à l'aspect psychologique dans le rôle d'un coach. Puis peut-être qu'on peut prendre 1 minute rapidement, là, faire 3-4 interventions là-dessus. Dans quelle mesure vous avez un rôle de psychologie avec vos joueuses? Développement de la confiance, développement de l'attitude positive. Et là, oui, on a parlé de stratégie, de technique et tout ça. On a un peu effleuré l'aspect mental. Est-ce que vous vous donnez comme ce chapeau-là aussi de travailler la confiance de vos joueuses, de travailler leur estime de soi, de travailler la coopération? Si oui, à quel moment vous le faites? Comment vous y prenez? Je sais que ça ne se répond pas en 2 minutes et quart, mais si un parmi vous veut se lancer, c'est très bienvenu. C'est une question d'ailleurs qui m'a été posée 2 fois. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Martin, vas-y. Écoute, tu l'as si bien dit, hein, ça peut faire partie d'une thèse de maîtrise ou de doctorat. Moi, ce que j'ai appris avec le temps, là, puis c'est surtout de comprendre que à la base, là, comme entraîneur, on a souvent beaucoup le désir de voir nos athlètes se progresser. Mais la base de tout ça, c'est qu'on ne peut pas vouloir plus que nos athlètes. Il faut s'assurer qu'on est arrimé avec les athlètes qu'on a à coacher et qu'on les pousse d'une manière positive et dynamique. Ceci étant dit, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être exigeant. J'ai la réputation d'être entraîneur excessivement exigeant, mais je suis fair. Dans la mesure où je t'explique ce que je veux, puis on en parle et on en développe. Il faut s'assurer, pas perdre en vue qu'il n'y a personne de nos athlètes là, qui vont devenir des joueuses de flag football professionnels là, à gagner des millions. Ils sont là pour le plaisir de faire leur sport et il faut leur en donner à la hauteur de leurs attentes et de leurs désirs. Tout, il faut que ça se fasse dans le respect, mais il faut surtout que ça se fasse en fonction du calibre que tu joues, que tu n'oublies pas qui t'entraîne, dans quel calibre que tu joues, quels sont les objectifs qui sont fixés en début d'année. C'est peut-être ça que j'avais le goût de partager. Là. Merci beaucoup, Martin. Francis? Oui, mais Martin touche à plusieurs affaires intéressantes, mais moi, ce que je trouve, c'est à la base, il ne faut jamais oublier que c'est un jeu. On est là pour s'amuser. Moi, je le dis aux filles, que peu importe le niveau que j'ai coaché, là, que ce soit à Tombe ou à Tombe jusqu'à je venais, je leur ai toujours dit, si tu n'as pas de plaisir à venir au flag, arrête de venir, ça ne vaut pas la peine. Toi, tu vas t'emmerder. Nous autres, on n'aura peut-être pas les résultats qu'on cherche. Fait que, si tu n'as plus de plaisir, c'est pas grave. Tu peux passer à autre chose dans ta vie. Il n'y a pas juste le flag. Là. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est je pense que la confiance, ça travaille à tout moment dans différentes situations, dépendant de ce qui se passe. Tu sais, que ton carrière revienne en pleurant après un jeu parce que là, ça ne marche plus. Que dans une pratique, tu as un receveur qui fait la baboule parce qu'elle a échappé 3 ballons de fil. Tu sais, c'est tout ça qui est à travailler. C'est cette confiance-là en soi, cette confiance-là aussi en l'équipe. Tu sais, les filles qui sont avec toi vont faire le travail aussi. Si tu fais ton travail et les autres font tout leur travail, mais il y a des bonnes choses qui vont arriver. Puis l'idée, dans le fond, c'est aussi que les exigences soient en lien avec les objectifs. Si tu as une équipe Benjamin, parce que je suis sûr qu'on a tout ça, là, des filles, peu importe le niveau, qui arrivent, qui n'ont jamais joué de leur vie, puis je leur dis, viens, c'est ça le flag, c'est le fun, ça va être trippant. Ben, tu peux pas être, il faut quand même que tu l'inities à ce sport-là, peu importe le niveau, puis il faut que tu sois capable de l'embarquer dans le groupe, dans ce que tu veux faire. Puis c'est de modeler tes exigences vis-à-vis, c'est quoi l'objectif, puis de s'assurer, moi je pense en tout cas, de s'assurer que tout le monde a toujours du plaisir, qu'il s'amuse, malgré les exigences, malgré que des fois ça peut être rough,
mais il faut que le monde, faut qu'elle trouve un certain fun à jouer. Puis il faut aussi que, dans le fond, au bout de la ligne, ben, tu travailles cette confiance-là en tout temps, que ce soit sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Moi, je pense que c'est vraiment une question de confiance en soi et une confiance en équipe. Je pense que tu ne pouvais pas mieux terminer ces 3 belles semaines. J'ai remis dans le chat en bas le lien vers le sondage. Ce serait très gentil de prendre un petit 5 minutes pour répondre. Je veux remercier tous les entraîneurs qui sont là ce soir. Donc, Hugo, Martin, Julien, François, Francis, Alexandre, merci beaucoup pour votre participation. Merci à Mike encore de Football Québec. Merci pour l'initiative. On va probablement se revoir quelque part. On va probablement poursuivre la démarche peut-être dans une autre formule. Merci beaucoup à l'auditoire pour ce soir. C'était intense. Parce que là, puis on vient de voir qu'on a plein de sujets pour des cliniques approfondies, tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. François, tu as la main levée. Je vais te laisser le mot fatal et final. C'était pas le but, là, mais moi, je voudrais prendre du temps pour te remercier, toi particulièrement. Je pense que tu étais là tout le temps. On s'est parlé souvent. Je sais que tu as parlé à tout le monde. T'as fait, là, ce qui ne paraît pas, c'est que tu as fait des pratiques avec tout ce monde-là. Puis avec du monde comme moi, puis Martin, puis tout ça, puis la technologie, des fois, c'est plus long, puis ça n'allait pas tellement vite, probablement. Tu as travaillé avec Adrian aussi. Je te remercie. Ceux qui ne savent pas, François a aussi une vie à l'extérieur du flag. Là. On a vu passer un de tes gars une fois de temps en temps, mais il y en a 2 autres qui se cachent, là, puis qui attendent juste ça que tu sortes puis de faire des mauvais coups. Fait on apprécie vraiment beaucoup, beaucoup ton apport dans ce projet-là. Puis je pense que tu deviens un incontournable là, dans ces patentes-là. Ce qui est très souhaitable. Fait qu'au nom de tout le monde, je te remercie beaucoup. Puis je remercie aussi les gens d'avoir été là souvent, régulièrement. Là. C'est vraiment cool. Merci à Marie-Laure dans le chat. Puis je m'excuse à Mike, je vais comme oublier tes questions dans le chat. On pourra s'en reparler après si tu veux faire de l'overtime. Chloé, main levée. Oui, OK, ben, merci à tous les coachs. C'était vraiment super intéressant. Mais j'ai une dernière petite question, si c'est correct. C'est correct. Parfait. Sur la création des jeux, je me demandais, quand on veut créer un nouveau jeu, est-ce qu'on doit regarder genre l'ensemble des 7 joueurs ou on doit regarder comme de chaque côté ou on regarde la défense puis c'est à partir d'une défense qu'on crée un jeu? Moi, je vais me lancer un petit peu puis après ça, je vais me permettre. Ça dépend toujours du niveau où tu vas être. Puis, je dirais, le talent, la capacité d'apprentissage, la capacité de ta carrière à assimiler l'information. Tu vois, moi, le jeu que j'ai présenté aujourd'hui, je veux seulement que la carrière se concentre sur un côté, puis elle va faire peut-être une lecture. On peut commencer par ça. Tu sais, le fameux, tu sais, dans une 5-1, le fly du wide, puis le out de la receveuse intérieure, bien, on a une seule lecture à faire. Est-ce que la coin elle recule? Bien oui, je vais lancer le out. Est-ce que la coin reste là? On va lancer par-dessus. Donc, on commence avec ça. Puis là, bien, au fur et à mesure, puis là, on a vu, là, à un moment donné, on progresse, les carrières sont capables, ils vont regarder l'information. Puis là, on arrive à la fin, d'après moi, avec un jeu à la Alex Desjardins qui va dire, j'ai un concept d'un côté pour de la zone 4-2, j'ai un concept de l'autre côté pour de la 5-1 ou pour du man, on peut aller là un petit peu plus tard. Moi, ce que j'aime faire, on fait un jeu d'un côté, puis l'autre côté, on va faire des hooks. Okay? Si on est un petit peu perdu, je ne sais pas trop, je ne suis pas capable de faire ma lecture, je sais, j'ai 2 hooks ici, je vais y aller. Puis sinon, ben, je vais courir. Martin, tu veux enchérir, Hugo après et Francis après. Écoute, super facile. Là. Dans une autre avenue, là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé faire quand j'ai commencé à coacher, là, c'est de prendre une feuille de papier, un peu comme j'ai montré tout à l'heure en faisant les défensives. Dessine-toi une défensive 4-2, dessine-toi une défensive 3-3, dessine-toi des défensives, puis sors ton crayon de plomb, puis regarde. Va attaquer des zones. Comment est-ce que je peux attaquer un espace? Tu sais, dessine, puis à un moment donné, en dessinant, puis en trouvant des idées, tu vas tomber sur quelque chose qui te plaît. Puis, trouve-toi 2-3 jeux qui vont répondre avec une 4-2, 2-3 jeux avec du man-to-man, 2-3 jeux, tu sais.
pour te faire ton livre de jeu à toi. Puis après, ben, tu peux aller plus loin où ce que François disait, c'est-à-dire, après ça, venir rentrer des concepts de dire, bon, quand on fait tel jeu, je veux que tu regardes telle affaire, puis c'est ça qu'on veut avoir pour être capable. Mais tu sais, la base, là, moi, je suis assez vieux pour avoir connu les acétates, là. Dessine, c'est un acétate avec une photocopie, puis après ça, dessine avec un crayon effaçable, puis on essaye, puis projeter sur le mur, puis tu sais, meilleure manière, soit visuel, installe-toi un jeu, commence avec ça. Hugo? Tout ce que je pourrais dire pour en ajouter, c'est, on parle beaucoup de création, mais c'est un peu comme un livre de recettes, là. Les recettes, là, pour faire telle recette, j'aurais peut-être pas dû prendre les recettes, je suis pas bon là-dedans, mais pour faire telle recette, il y a tout le temps les bases, les mêmes bases, puis là, il y en a un qui va ajouter tel ingrédient, tel autre ingrédient, tel autre ingrédient. Puis peut-être de partir de tes jeux, peut-être de partir des jeux qu'on a présentés, mais des fois, de vouloir toujours créer quelque chose de nouveau, au lieu de partir sur une base, sur un petit concept, que là, tu vas ajouter, tu vas mettre ta sauce avec tes ingrédients que tu as, avec ce que tu veux, avec la défensive. Bien, déjà, c'est parce que la base, on ne la changera peut-être pas. Fait que juste dire aussi, quand on parle de créer à blanc, là, une page vierge, tu peux, mais tu peux créer aussi à partir d'autres jeux que tu as déjà fait ou que tu as ou que tu as vu d'un adversaire, ou ainsi de suite. Francis Louis? Merci, Hugo. Merci beaucoup. Ouais. Hugo m'a volé mon thunder un peu, là, je m'en allais là. Tu sais, dans le fond, c'est de partir de ce que tu connais, je pense, de ce que tu as vécu, de ce que tu as vu. Tu sais, mettons, là, moi, je ne connais pas ton expérience de flag, là, mais l'idée, c'est que si, mettons, contre une équipe, là, ils te faisaient un jeu, puis ce jeu-là, ça marchait tout le temps contre vous autres, mais c'est peut-être une bonne idée. Puis, dans le fond, l'autre chose, là, c'est de te faire confiance. Puis ta stratégie vaut la stratégie de l'autre. Puis c'est juste une question de t'engager, d'engager les joueurs dedans, puis d'être capable de bâtir là-dessus, puis d'avancer. Puis de ne pas avoir peur de scraper un jeu. Moi, le nombre de jeux que je suis arrivé en pratique, là, je l'avais. Tabarnak, je l'avais. J'arrivais en pratique. L'autre coach, je passe, je m'en vais scorer un touchdown. Ça, je le faisais, je faisais, OK, non. Ça ne marchera pas ça. J'avais pas peur de scraper mon jeu et de dire OK, je le garde en banque, peut-être plus tard je reviendrai, mais de ne pas avoir cette crainte-là, de laisser erreur, puis de te faire confiance à travers ça. Moi, je pense que c'est ça la clé. Puis si tu as du monde autour de toi qui sont vraiment forts en attaque et qui ont des bonnes idées, ben, tu leur montres, puis tu discutes, puis tu jases, puis ils vont dire t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé au rusher? T'as-tu pensé à ci? Ah oui, ça serait pas pensé à ça pantoute. Puis à travers ça, tu vas construire, mais je pense que, comme Hugo dit, de ne pas partir dans 28 directions. Vraiment, d'essayer de partir de ce que tu connais, puis à partir de là, mais tu vas monter ton arbre, puis tes tracés, puis tes affaires, puis tu vas être capable de te monter un playbook qui t'appartient, puis que tu comprends, puis que tu es surtout capable d'expliquer facilement. C'est ça la clé. Tu as bien beau avoir le meilleur jeu. Je peux bien prendre un jeu à Alex puis l'amener chez nous, mais si je ne suis pas capable d'expliquer, ben, le jeu, il ne sert à rien. Il faut être capable de l'expliquer puis de vendre qu'est-ce que tu veux vendre. Puis que les filles embarquent. Moi, c'est ça mon conseil. Inquiète-toi pas, il va marcher quand même le jeu. François, pour conclure la conclusion. Je m'ajouterais toutes les bonnes réponses. Là. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, par exemple, la seule certitude, là, quand tu commences un jeu, puis avec ton équipe, tes joueuses que tu as, la seule certitude que tu as, c'est que tu connais tes filles, tu connais tes joueuses. En défense, là, on prend toujours une chance. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui est la meilleure joueuse? Comment ils vont réagir? Ce que tu sais, toi, ben, qui attrape le plus? Ton carrière à commande bras, ton snap, es-tu rapide? Quelle joueuse qui est plus rapide? Parce que des fois, les tracés, ce n'est pas nécessairement interchangeable. Il y en a qui sont meilleurs pour faire certains tracés, d'autres qui sont moins bonnes. C'est un peu ça qu'il faut trouver. Moi, j'aurais tendance plus à dire dessine ton jeu, pas de défense. Après ça, tu peaufines en fonction de ce que tu vois, un peu comme quand tu pratiques en défense un jeu d'attaque. Tu roules ton jeu, tu n'as pas nécessairement de défense. Et là, tu roules, là, tu dis OK, elle est rendue là, OK, ça c'est bon. Après ça, là, tu peaufines ça en fonction de la défense. Telle ou telle défense, puis c'est là que tu vas te rendre compte que OK, ce tracé-là, on peut peut-être l'allonger. Alors, on peut peut-être, je ne sais pas, faire un in à la place d'un out, je ne sais pas, peu importe quoi. Là. Mais pour moi, la façon que j'aime fonctionner, puis au début aussi, je dessinais mon jeu, puis pas de défense. On voit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Après ça, on prendra compte de la défense.
Puis au pire, là, tu vas voir lundi, on en jase. Chloé, tu as eu une question aussi répondue. Est-ce qu'il y en a d'autres avant qu'on se quitte? Nous, ça ne me dérange pas. Hein? Je pense qu'effectivement, on commence à avoir fait. Nos petits yeux commencent à avoir eu un petit peu trop d'écran. Oh, Chloé a la main levée. Vas-y, Chloé. Ouais, toujours des questions. Je me demandais, c'était. OK, je suis une personne assez intense là, pour les gens qui m'ont coaché ça, puis comme j'aime vraiment savoir des pratiques de plus. Puis, j'ai l'impression que si je deviens coach, je serais quand même exigeante aux filles. Puis je me demandais, c'est quand qu'on savait qu'on poussait trop les filles, ou genre, exemple, si je voudrais, est-ce que les coachs font des speeches, ou comme est-ce qu'ils leur parlent de nutrition, ou ça c'est trop? Puis est-ce qu'on peut leur donner des devoirs, ou c'est là qu'ils vont décrocher complètement? Puis comme des trucs comme ça, là. Je vais y aller. Après ça va être Francis. Chloé, dans une équipe, ça va toujours être très, très, très hétérogène. Tu vas toujours avoir des filles qui vont manger du flag, qui vont faire tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, et pour qui ça ne sera jamais assez. Et en même temps, tu vas peut-être avoir des filles qui, elles, vont pratiquer le sport pour d'autres raisons, parce que ça leur fait décrocher de leur journée, parce que ça diminue leur stress. Mais pour le flag, ils n'ont peut-être pas ce sentiment d'appartenance-là ou ce désir de s'accomplir autant. Tu vas toujours avoir un extrême à l'autre. C'est sûr que si tu donnes des choses, puis qu'il y en a la moitié qui le prennent, puis qui en veulent et tout ça, c'est correct. On ne s'en fera pas pour l'autre moitié. Là où on va s'en faire, c'est quand l'autre moitié, quand ça commence à être une corvée pour l'autre moitié. Parce qu'eux autres aussi, tu ne veux pas les perdre, ces filles-là, quand même, qui vont peut-être chercher autre chose dans le flag, qui n'ont peut-être pas ta passion, qui ne regardent pas dans le journal, puis sur le site web, qu'est-ce qui est arrivé avec leur équipe de flag, qui aiment ça. On veut les garder aussi, ces filles-là, parce que peut-être qu'éventuellement, ils vont développer leur passion, mais plus tard. Oui, tu peux donner du stock, mais là, c'est quand tu parles de devoir puis d'exiger, après ça, là, c'est comme un extra. Il y a peut-être la moitié, il y a peut-être un certain pourcentage des filles qui vont te le faire, puis le reste qui vont dire, regarde, ça, c'est un peu trop. La pratique d'extra, tu sais, ça me tente pas d'aller lancer des ballons encore ou d'arriver 1 heure avant le match. C'est peut-être trop, OK? Fait qu'il ne faut pas que tu rendes ça, selon moi, obligatoire dans ton fonctionnement. Francis? Moi, ce que je veux te dire, dans le fond, c'est d'être à l'écoute du groupe que tu as devant toi. Par exemple, moi, j'ai connu vraiment là, ce que François parle. Moi, j'ai connu les deux côtés. Les filles qui sont en secondaire 4 cette année, qui étaient en secondaire 1, avec une équipe Benjamin, j'ai jamais avancé comme ça dans mon playbook. Depuis que j'ai commencé à coacher avec cette équipe-là, je n'allais pas assez vite pour eux autres. Eux autres, ils prenaient les jeux, ils les apprenaient par cœur, ils arrivaient, ils ont lancé, on jouait, puis cette équipe-là, c'est rendu en finale provinciale. Puis l'idée, dans le fond, c'est parce que ces filles-là, puis encore aujourd'hui, ils en demandent. Mais de l'autre côté, j'ai eu des équipes où, comme François il dit, on jouait, puis on avançait tranquillement, puis on avançait dans le processus, mais je ne sentais pas que cette passion-là était installée versus le groupe que je te parle. J'en ai eu d'autres comme ça là, dans le passé. C'est qu'il faut vraiment que tu sois à l'écoute, puis tu vas voir ce qui passe, ce qui passe pas, est-ce qu'ils te suivent, est-ce qu'ils ne te suivent pas. Puis dans le fond, l'idée, c'est qu'à partir de là, tu sais, c'est sûr que le coach, normalement, il était le capitaine du bateau, puis tu dis, on s'en va parler, venez-vous avec moi, on va y aller ensemble. Mais tu sais, tu vas voir que, comme je disais tantôt, ça reste un jeu, il faut que le plaisir reste là. Fait que ça se peut que tu aies un petit peu aussi du micromanagement à faire avec certaines filles, de les garder, tu sais, motivées, garder là, puis d'autres, je te dis, tu n'iras pas assez vite. La passion va tellement être grande que tu arriveras. Tu vas parler de nutrition, tu vas être là, OK, la nutrition, ouais, c'est vrai. OK, là, tu vas parler d'autre chose, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est d'être à l'écoute, dans le fond, de qui tu as là, puis de comprendre qu'est-ce qui est motive. À partir de là, ça va quasiment y aller tout seul. Et, juste avant toi, François, là, Chloé, je te dirais, là, le danger pour toi, c'est de te décourager peut-être parce que tu ne sens pas la même passion chez tes joueuses. Et des fois, on se dit, hey, je trippe le flag, là, je veux que toutes mes joueuses trippent autant que moi. Puis des fois, ça ne se transmet pas autant, ou les joueuses ils ont un certain quota qui est plus bas que le tien. Puis là, tu prends ça personnel après. Il ne faut vraiment pas aller là. Toi, tu donnes. Il ne faut pas prendre personnel comment les joueuses vont accepter tout ce que tu as à leur donné. François? Ce que je te rajouterais, Chloé, là, c'est de ne pas aller trop vite. Parce que là, présentement,
es en secondaire 4, tu as vu ce qui se passe dans ton équipe, à ton école. Tu as vu un peu ce qui se passe à la Team Québec. Déjà, là, c'est une coche de plus parce que là, les filles-là sont plus passionnées, sont plus motivées par la performance. Tu vas arriver au collégial, peu importe tu vas aller où, ben là, tu vois, on était là à chaque présentation, là, ben, on commence à parler de vidéo, on commence à parler de réunion d'équipe. Déjà, le sérieux monte beaucoup là, d'une coche. Là. Puis après ça, ben, on va partir d'universitaire très bientôt. Après ça, Team Canada. Là, on commence à jaser de foot. Là. On arrive au déjeuner, là, puis là, on parle de foot, de pratique, de l'autre équipe, de l'autre pays, whatever. Au secondaire, c'est pas tout le temps ça. Puis ce que je vais te dire, là, sans nommer de nom, là, pense à tes amis dans ton équipe là, avec qui tu joues depuis secondaire 1. Là. Pense à eux autres. Là. Imagine ça dans ta tête. Là. Il y en a qui sont super motivés. Il n'y a personne qui est motivé comme toi. Il y en a qui sont super motivés. Il y en a qui ont beaucoup de talent, mais plus ou moins motivés. Il y en a qui trippent au bout, mais ils sont peut-être plus limités en termes de talent. Tu as toutes sortes de monde dans ton équipe. Puis ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que tu en perds en s'en allant, peu importe la raison. Des équipes plus jeunes. C'est quand tu arrives au collégial puis tu dis moi, je ne me tente pas de faire du vidéo, ben OK, bye. Tu ne pourras pas jouer dans notre équipe. Au secondaire, on ne peut pas faire ça. Certainement pas avec les secondaires 1-2. Puis, tu sais, le principe qu'on a, nous autres ici, à Jean-Eudes, ben, on a beaucoup de monde dans nos équipes, puis tout le monde joue. En 1 et 2, tout le monde joue. Il n'y a personne qui joue ces deux bords. L'important, ce n'est pas de performer, c'est que tout le monde apprenne à jouer. Mais il y en a qui sont moins fortes, il y en a qui sont plus fortes, puis il y en a qu'on sait très bien que l'année prochaine, ils ne joueront plus. Ou sinon, ça va être dans 2 ans. Peu importe la raison. Ils sont dans un autre programme, ils font un autre sport, peu importe. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Faut, comme François dit, il faut pas prendre ça personnel. Il faut mettre beaucoup d'eau dans notre vin des fois. Là. Particulièrement quand tu coaches une équipe Benjamin, puis tu coaches aussi au collégial. Ben là, attends une minute, d'une pratique à l'autre, il faut que tu changes un petit peu ton mindset un petit peu. Là. Fait qu'il faut juste pas aller trop vite. Puis chaque niveau a ses particularités. Là. Tu sais, souvent, là, c'est plate ce que je vais dire, mais des fois, en secondaire 1, là, ça a beaucoup tendance d'être animateur de camp de jour un petit peu plus. Là. Mais quand tu arrives en juvénile, division 3 maintenant, là, c'est pareil. Là, on joue peut-être pour aller au provincial. Pas la même affaire. Là. Fait que, puis au collégial, ben, c'est tout le temps comme ça. C'est beaucoup plus sérieux tout le temps. Fait que juste de ne pas aller trop vite, puis chaque chose va arriver quand c'est supposé d'arriver. D'autres questions, Chloé? Je parle à toi, Chloé, parce que là... Je pense que j'ai fini, là, pour vrai. C'est bon. Sinon, on pourra se faire une petite clinique Chloé la semaine prochaine en sortant. Merci beaucoup encore à tout le monde. Je vous souhaite... en passant, ben oui, les quelques personnes qui sont restées jusqu'à la fin, les quelques braves, vous pourrez répandre la nouvelle. De toute façon, ces cliniques-là vont être publiées très bientôt, probablement dans les prochains jours ou la semaine prochaine. Assurément sur la plateforme de Football Québec, mais possiblement aussi sur une autre plateforme dont on pourra vous faire la présentation en même temps la semaine prochaine. Donc voilà, merci. Mon nom est François Delory. J'ai eu beaucoup de plaisir à jaser avec vous de Flag Football. Et on se reparle. On se souhaite une saison. Au printemps, peut-être pas, mais à tout le moins cet automne. Bonne chance dans vos occupations et puis on se reparle très bientôt. Merci. Hey, merci à tout le monde, c'était super intéressant. Bonne soirée. Merci, Madelon. Bye, Chloé. Ouais. Merci beaucoup.